retour à la salle de Bayonne, cette salle de la CCI qui nous accueille depuis ce début d'après-midi pour une spéciale logement dont on parlait encore il y a quelques instants avec Pierre Sabatier, le responsable de la rédaction de Sud-Ouest, ici au Pays Basque, alors que le public regagne ses places et que nous allons pouvoir démarrer. Pierre, première table ronde, celle sur les solutions avec différentes personnes et personnalités, dont Frédérique Espagnac, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques. On va vous demander de nous rejoindre au fur et à mesure qu'on vous cite. Allez. Voilà, Jean-René Tchegaray, président de la communauté d'agglomération Pays Basque. Vincent Bru, député, qui nous rejoint aussi. Owen Lagadec, représentant d'Entsun. Et Tchetche Etcheverry, représentant d'Alda. Allez. Vous mettez comme ça vous... Alors, on ne va pas alterner une femme, un homme, parce qu'une fois de plus, je vais le répéter, on a beaucoup de mal à faire... Merci au moins à l'élu de représenter et qu'on puisse pas être encore une fois critiqué sur le choix de nos plateaux. Mais c'est vrai qu'on fait un travail important pour féminiser les plateaux et au moins trouver une mixité, que c'est compliqué. Sur ce plateau de qualité, nous allons démarrer en faisant faire un témoignage. J'aimerais bien savoir où est Séverine Garamandia, qui doit être quelque part par là. Elle est derrière, donc on va aller la chercher avec la caméra, parce qu'elle m'a dit « je ne parle que si on me filme ». Non, c'était l'inverse. Je plaisante, Séverine, tout va bien se passer. On lui donne un micro, on a une question. Vas-y, bien. Je vais juste, puisque tu parlais de parité, j'en profite pour saluer une autre sénatrice des Pyrénées-Atlantiques qui nous a fait la gentillesse d'assister à nos débats, c'est Denise Sempé qui est là. Merci, madame. Et j'en profite aussi pour excuser Florence Lasserre, qui est restée à Paris, non pas parce qu'elle était bloquée, notre députée, mais parce qu'elle a rendez-vous demain matin à 9h avec Olivier Klein, qui est le ministre du Logement. Et donc, vous imaginez bien que... C'est pas grâce à la conférence d'aujourd'hui, tu m'avais dit? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'on la sollicitera pour savoir ce qui se sera raconté. Ok, on n'y manquera pas. Allez, je vous présente Séverine Garamandia. J'aimerais bien que vous ayez un petit mot, Séverine, parce qu'on va parler évidemment de l'évolution de cette loi, de ce qui se passe aujourd'hui sur le travail que vous menez avec votre entreprise, que vous nous rappellerez quel est son travail d'ailleurs et quelle est sa mission. En quoi cette évolution impacte ou va impacter fortement, je crois, votre activité? Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, en effet, j'ai construit ma conciergerie privée avec pour unique activité la location saisonnière. Donc à ce jour, au 1er mars, je me retrouve dans le couloir de la mort, sans plus aucune alternative. Mais par contre, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, dans mon parc, il se compose de 50 biens. 50 biens de résidences secondaires, mais occupantes. Ça veut dire que tous mes propriétaires viennent en vacances, soit par les enfants, soit enfants-parents. C'est des biens qui sont utilisés par les familles, non pas vides. Et les périodes qui leur restent, ils me les confient à la location. De là, j'ai démarré de rien, micro-entreprise. Mon évolution fut rapide. Il a fallu que j'agrandisse et que je me structure. J'en ai fait une entreprise familiale. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, la réglementation que je vis là, elle est folle. Il suffit de regarder La Rochelle. La Rochelle, un logement par personne morale et physique. Nous, ici, terminé. Peine de mort. Alors maintenant, moi, j'appelle Monsieur Tchegaray, Monsieur Etcheverry. Vous parlez de compensation. Moi, le jour de mon exécution, vous allez compenser avec quoi? Et je ne suis pas seule. Bon nombre d'entreprises autour de moi sont dans la même situation, sachant que j'ai une équipe. Combien de personnes, précisez-le? 3 CDI, je devais faire un 4e, mais vu la situation actuelle, on me fera un CDD. On me contraint à faire du travail précaire. Donc en fait, à un moment donné, moi je trouvais ça totalement injuste. Moi je suis pour une réglementation. Je suis pour du tourisme contrôlé que je m'applique à faire à travers ma fonction. J'accueille mes clients, je conseille mes clients, je fais vendre les produits en circuit court, je fais travailler le fromager de ma ville. Je pense que je ne peux pas mieux faire. Maintenant, je reconnais, comme tous ici, on a un problème de logement. Mais je ne pense pas que c'est en se divisant que le problème va se régler. Je pense que le problème se réglera autour d'une table en bonne intelligence et surtout en écoutant bien tout le monde. Le propriétaire, le locataire, le professionnel, les associations, les élus, tous ensemble. Et c'est comme ça, je pense, que nous trouverons une solution. Merci Séverine Garamandia de votre témoignage. Merci. On va évidemment avoir une réponse. Pierre, je vous laisse animer la table ronde. Je vais chercher les questions du public. Très bien.
Alors, Monsieur Etchegaray, vous avez été interpellé directement puisque vous êtes à l'origine de cette règle de compensation en qualité de président de la communauté d'agglomération Pays Basque. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette professionnelle, et je pense qu'elle n'est pas la seule, qui aujourd'hui se retrouve dans l'impasse avec cette mesure qui s'applique depuis le 1er mars? Alors, cette mesure, le 1er mars dernier, heureusement d'ailleurs, parce que nous avons eu une salve de recours qui ont été formés contre cette mesure de compensation. C'est-à-dire, on a exercé le pouvoir réglementaire de notre communauté d'agglomération. Heureusement que l'État ou le Parlement donne suffisamment de pouvoir de temps en temps, à mes yeux pas suffisamment, aux collectivités territoriales les mieux placées pour se rendre compte de la situation dans laquelle on est, pour prendre ces mesures. Alors, il y a des effets, vous êtes un exemple de ceci, moi j'ai du respect pour ce que vous venez de dire, madame, vous vous en doutez, et s'il faut qu'on se voit, si vous voulez qu'on se voit, il n'y aura aucun problème pour qu'on puisse se voir. Je sais... Eh bien on aura servi à ça. Écoutez, moi ce que j'avais comme objectif... Mais madame, mais j'agis. Justement, c'est ce qu'on me reproche, c'est d'agir. Et d'avoir fait voter à la communauté d'agglomération à une majorité écrasante, cette mesure. Alors, que cette mesure, madame, ait des effets induits et des effets qui vous jugez indésirables, parce qu'effectivement, on peut comprendre, vous avez construit en quelque sorte un peu votre fonds de commerce sur ce qui a été, au fond, une forme de niche qui a été conseillé par un certain nombre de professionnels de l'immobilier. Je ne sais pas s'il y a des notaires dans l'Assemblée, mais je suis sûr qu'il y en a un certain nombre qui ont dû proposer effectivement de faire des investissements dans les résidences secondaires en leur disant de toute façon, vous pourrez louer ça sans problème, ça vous rapportera beaucoup d'argent et vous pourrez ainsi tout simplement rembourser le crédit sans aucune espèce de difficulté. Je l'ai tout simplement entendu dans une étude de notaire, ce que je suis en train de vous dire. Le logiciel a changé. Et vous voyez, madame, et je le regrette pour vous, bien évidemment, mais les résultats sont déjà là. Les résultats sont déjà là. On le constate, mais écoutez, ça, je comprends que certains d'entre vous... écoutez, je savais que vous m'attendiez à cette tribune, parce que vous avez fait passer sur les réseaux sociaux un certain nombre de messages pour dire « Venez rencontrer le fauteur de troubles qui est le président de l'agglo ». Écoutez, le président de l'agglo n'est que le président d'une assemblée de 232 membres qui ont voté dans une majorité écrasante ce règlement. Alors, s'ils l'ont voté, c'est qu'ils considéraient qu'il y avait un motif d'intérêt général. Et si on a convaincu les juges, et d'ailleurs je conseillerais à ma collègue de La Rochelle de continuer à ferrailler, parce que si nous l'avons réussi effectivement à donner du sens à la décision que nous avons prise, c'est que nous avons bien évidemment objectivé les choses. C'est-à-dire qu'on a fait travailler l'agence d'urbanisme, dont le directeur s'est exprimé tout à l'heure dans la première table ronde, pour qu'effectivement il nous porte des données qui permettaient d'établir la folie dans laquelle était en train de s'inscrire l'augmentation des résidences des meublés de tourisme. Figurez-vous que ces meublés de tourisme, ils ont augmenté de 130% en moins de 3 ans. Alors, que c'est parce qu'avant, ils n'étaient pas inscrits. Mais donc, alors, après, qu'on était parti de loin. Alors, je ne suis pas certain que le journaliste est en train de vouloir plaider pour vous. Il est journaliste. Il pose des questions. Il pose des questions. Bon, alors je peux garder un peu de rigueur, tel qu'on l'a eu tout au long du débat, ça serait sympa. On adore évidemment avoir du public, mais on va respecter les interlocuteurs et dans la salle et sur la tribune. Merci. Mais j'ai l'impression que je suis respecté. Cette dame, je comprends tout à fait son intervention et encore une fois, je la respecte. Mais je vous dis simplement ceci. Cette réglementation, on a bien fait de la prendre. Je sais bien qu'elle a des effets assez radicaux. La potion est amère, c'est ce qu'on m'a dit. La potion est amère. On me dit c'est l'impossibilité de pouvoir louer pour des locations saisonnières. C'est faux. Il y a une forme d'industrialisation dans laquelle on est entré par ces plateformes. Et la numérisation, qui est une bonne chose, a quand même cet effet-là, c'est qu'elle a augmenté très rapidement le nombre de logements qui sont proposés effectivement pour les locations saisonnières. C'est un fait. Alors, nous disposons de ce moyen réglementaire
c'est la loi qui nous a donné cette possibilité. Nous l'avons utilisée. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de villes en France qui l'ont fait. Il y en a 4, 5. Nous sommes en contentieux. On n'a pas terminé parce qu'il y a appel, oui, vous le dites, et vous en êtes satisfaite, évidemment. Oui. L'appel a été formé, on verra ce que la Cour administrative dira et on verra ce que le Conseil d'État dira. Mais ce qui est intéressant, et je ne vais pas rentrer dans la liste juridique des jugements qui nous ont donné raison, c'est qu'ils se sont fondés sur l'intérêt général. Ils sont venus dire que la situation et que la pénurie du logement était telle au Pays Basque, et sur la foi des éléments qui nous étaient donnés par l'agence d'urbanisme, que le juge, sur cette base-là, est venu dire, en effet, il faut limiter les choses, il faut une régulation, et le Pays Basque a eu raison de le faire de cette manière. Alors, je terminerai en vous disant qu'en 1789, déjà, je veux parler de la Révolution française. Et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il était déjà prévu la possibilité d'exproprier. Alors même que c'est la Révolution française qui a apporté la déification du droit de propriété. Mais en indiquant aussi, dans cette même Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que cette expropriation devait être justifiée pour un motif d'intérêt général, déjà 1789, et contre une juste et préalable indemnité, pour être un peu plus précis. Alors, je veux bien qu'on puisse contester ce règlement. Je dis simplement qu'il était fondé juridiquement. La preuve, c'est qu'on a gagné. J'espère que ça sera confirmé. Non, mais attendez, il y a appel. Je viens de le dire, monsieur. Je viens de le dire qu'il y avait appel. Mais je ne désespère pas qu'on puisse gagner un appel parce que l'état du droit nous est plutôt favorable aujourd'hui. Merci, monsieur. La réponse était un peu longue. On va essayer de tenir des réponses. C'est un sujet qui le méritait. C'est un sujet qui le méritait, c'est bien normal. On est sur les solutions. On voulait voir avec chacun d'entre vous, à partir de ce que vous avez écouté et ce que vous avez observé au fil des personnes qui ont parlé tout à l'heure. Madame Espagnac, vous êtes sénatrice. Vous vouliez parler? Ah oui, vous allez parler. Ou vous commencez si vous voulez. Hein. Non, donc vous êtes évidemment sénatrice, mais vous êtes aussi élue régionale. Vous avez entendu votre collègue de Bretagne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors écoutez, déjà merci pour l'invitation et merci à tous d'être présents dans la salle. Je pense que déjà peut-être situer si vous m'autorisez, puisque vous avez parlé de Florence Lasserre, du coup, qui rencontre donc Monsieur le ministre du Logement. Nous faisons partie avec Jean-René, avec Iñaki Chanis qui est ici, Madame la préfète en charge du logement qui était là aussi hier, donc de la commission qui a été mise en place au niveau national, donc par le ministre du Logement, par Madame Faure et par aussi Madame Olivia Grégoire sur la question du tourisme. Et donc pour répondre à Madame, et j'entends à la fois votre coup de gueule et votre inquiétude, et votre désarroi aussi. Et ça, je pense que cette commission elle a été mise en place au niveau national et les parlementaires, donc quelques-uns en tout cas de ce département qui en faisant partie, elle est mise en place aussi parce que justement c'est une solution pour faire converger les problématiques, on ne va pas se mentir. Parce que le but du jeu, c'est évidemment de mettre tout le monde autour de la table et d'arriver à trouver des solutions ensemble, à la fois les professionnels de l'immobilier. Claude évoquera les problématiques du logement social et les problématiques aussi de construction et qui sont évidemment, on le sait, compliquées. Toute la problématique, évidemment, des logements, des lits froids, des logements qui sont aujourd'hui vides et sont aujourd'hui sans utilisation. Toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'économie, et vous l'avez dit, vous faites aussi partie du développement économique de notre territoire. Mais en même temps, les parlementaires que nous sommes, on a une obligation d'arriver à trouver, et c'est pour ça qu'avec justement, j'avais aussi l'adjointe de La Rochelle qui était avec moi hier, dans la même commission, parce que nous faisons partie de la même commission. Le but du jeu aussi, on ne va pas se mentir, c'est de permettre aussi, et c'est normal, aux jeunes, on a tous autour de nous, des jeunes qui, vous avez un fils ou une fille, qui se dit, moi aussi je suis né ici, j'ai le droit à grandir ici, j'ai le droit à vivre ici, à construire ma famille ici, à me loger ici, et je n'ai pas forcément envie de changer de ville, de commune, où j'ai envie de rester et d'avoir la possibilité de le faire. Donc, sur le constat, tout le monde est d'accord. On est d'accord. J'arrive aux solutions. Voilà. Solutions, on l'a dit, il y en a plusieurs.
La question, elle est de plusieurs ordres. Elle est à la fois sur l'aspect fiscal, et je pense que Iñaki évoquera sa PPL, et qui a repris un certain nombre d'amendements que nous avions posés. Je fais un petit clin d'œil, pardon, je ne vais pas y arriver, à l'adjoint de Bordeaux, puisqu'il se trouve que Nathalie Delattre, qui est vice-présidente du Sénat, s'est opposée à un amendement qu'on avait posé justement sur l'abattement des 70%. M'en veuillez pas, madame, mais pour le coup, pour réduire à un minimum, en tout cas en termes de fiscalité, en effet, on a une régulation opérée. Alors après, est-ce que c'est un logement un logement à mettre en location? Est-ce que c'est d'autres choses? On a des modalités et on peut comprendre. Donc, la fiscalité est très important, on ne va pas se mentir. 2, il faut inverser la tendance. Il faut faire en sorte que le logement à l'année soit aussi rentable d'une certaine façon que le logement à la semaine. Et c'est ça la problématique. Un abattement de 70% sur la semaine ne peut pas aujourd'hui perdurer quand aujourd'hui on a un abattement de 30% à l'année. Et ça, on ne va pas se mentir, dans des zones tendues comme chez nous, c'est pas possible. Bon. Il y a la question des flux et potentiellement des plus-values immobilières. Jean-Jacques Lasserre l'a dit, et je partage complètement ce qu'il a dit. Je pense qu'il y a une réflexion très importante à mener aujourd'hui sur la question des plus-values immobilières dans l'action de vente et d'achat potentiel. Et je sais que Jean-Paul, je pense, l'évoquera tout à l'heure sur les flux. C'est un sujet commun que nous avons. C'est indispensable aujourd'hui. Il faut, parce qu'on ne va pas se mentir, quand on dit le Pays Basque n'est pas à vendre, il se trouve que c'est souvent les Basques qui le vendent, le Pays Basque. Mais Jean-Jacques a raison, il y a une différence de quelqu'un, et on ne va pas se mentir, d'une personne qui aujourd'hui décide de le vendre potentiellement parce qu'elle est plutôt âgée, à la retraite, qu'elle va aller en maison de retraite et qu'elle malheureusement va vendre sa seule maison qui va lui permettre de financer sa maison de retraite avec quelqu'un qui en fait une explosion financière et évidemment du profit. Voilà. Donc fiscal, on l'a dit. Et puis il y a aussi, je pense même dans nos documents d'urbanisme aujourd'hui, une nouvelle clause à installer sur le logement tout simplement principal. Et dans les planifications que nous opérons aujourd'hui, à la fois sur les PLU et sur les PLUI, au niveau de l'agglo, donc aujourd'hui qui sont en train de se construire, il est indispensable aujourd'hui de prendre en compte la résidence principale et la planification de la résidence principale. Et ça aussi, c'est, je pense, une évolution que nous devons faire. J'en vous proposerai d'autres, mais peut-être faire le tour d'abord. On va faire tourner. Je voudrais juste qu'on revienne. On avait dit que ça serait Pierre Vincent qui rebondirait sur des chiffres. On échange ensemble. Il y a un chiffre sur lequel Pierre voulait revenir. Rebondir effectivement sur les propos de M. Chegaray à l'instant sur ces meublés touristiques, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. On a l'impression, vous venez d'annoncer un chiffre de plus de 130% sur les 4 dernières années, c'était les 4 années avant 2020. Sur ces 4 dernières années, entre 2018 et 2022, nous sommes qu'à plus 12%. Donc le phénomène est d'ampleur, mais il a quand même diminué par rapport à ces années avant Covid. Ok. Voilà pour la précision. Merci. Le débat sur le chiffre ou on est clair? C'est le but. Ah, il y a un débat. Mais on avait dit que ces chiffres seraient importants toute la journée. Allez, on avance parce qu'il y a plein de questions du public. Il faut qu'on réponde. On s'est engagé. Tu veux quoi? Oui, non, mais je peux prendre une question, mais j'aimerais bien qu'on entende des solutions des gens autour de la table. Voilà. Monsieur Bruch. Oui, d'abord sur question sur voilà, qu'est-ce que vous retenez de... D'abord, je suis quand même très heureux de voir que à la fois l'État, les élus nationaux, les élus locaux s'emparent de manière très très forte de cette question du logement. Et on ne peut pas reprocher, madame, aux élus de prendre des initiatives parce qu'il faut bien trouver des solutions à un véritable problème qui est ressenti comme tel et qui est réel. Il a des aspects sociaux, il a des aspects économiques. Les chefs d'entreprise n'arrivent pas à recruter des personnes parce qu'elles ne peuvent pas se loger. Bref, c'est quand même un problème que nous devons appréhender et pour lequel nous devons ensemble trouver des solutions. Alors construire plus, certainement, je crois que c'est important. Il faut construire dans les friches, il faut construire peut-être dans certains immeubles à usage de bureaux qui ne sont pas utilisés. Il faut également construire en centre-ville et certainement densifier. Moi, je crois qu'il faut... J'étais maire pendant 22 ans d'une petite commune à côté de Bayonne, pas loin de Bayonne, et je n'étais pas très favorable à Cambo-les-Bains. Je n'étais pas très favorable. Si petite, hein. Aujourd'hui, je pense qu'il faut densifier, effectivement, mais pas densifier de manière tout à fait uniforme. Je prends l'exemple de la ville d'Anglet. Quand on traverse certaines voies de la ville d'Anglet, on se dit on bétonne la ville d'Anglet. Mais ce sont des axes principaux. Ailleurs, quand on quitte ces axes principaux où il y a énormément de respect même du tissu habitat, et donc on ne trouve pas des grands immeubles partout en Anglet, on ne trouve que dans des endroits extrêmement limités et qui ont été voulus par les politiques.
les politiques locaux. Et je crois que c'est important, on doit faire cela. Ensuite, il y a le levier fiscal. Le levier fiscal, nous l'avons proposé lors de la loi de finances. J'ai soutenu un amendement qui est le même qu'Etchanis et qui, pour les mêmes raisons, a été refusé par le gouvernement qui a parlé des gîtes ruraux. C'est effectivement la suppression de ce forfait de 71% pour les meublés saisonniers classés et de 50% pour les meublés classés. J'ai proposé d'autres choses qui malheureusement n'ont pas pu être étudiées. C'est d'abord de favoriser les personnes qui louent un appartement à l'année, en locatif à l'année, avec des abattements forfaitaires de 20 à 30% pour favoriser justement ce choix. Non plus de mettre l'appartement en meublé saisonnier, mais au contraire de le mettre à l'année. Il y a aussi certainement, et c'est Jean-Luc Béraud qui m'avait donné cette idée, l'idée de regarder comment on peut garantir justement les impayés ou les dégradations des propriétaires, parce que je sais que c'est une réticence très forte des propriétaires à louer à l'année pour ces raisons-là. Et puis, j'ai proposé aussi autre chose, c'est que, évidemment, l'on taxe davantage la taxe d'habitation, on augmente la taxe d'habitation et qu'il soit décorrélé de la taxe foncière pour les résidences secondaires. Un autre phénomène que je constate, notamment aux alentours de Cambo, c'est les plus-values et la spéculation sur les résidences principales. Il y a des gens qui achètent des résidences principales et qui, 3 ans, 4 ans après, les vendent 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher. Eh bien ça, c'est scandaleux et je pense qu'il faut taxer ces plus-values anormales sur un délai qui doit être fixé. Et si le bien prend plus de 50% de sa valeur, c'est qu'il y a donc une véritable spéculation. Mais ça, c'est à vous de le faire. Pardon ? C'est vous le législateur. Alors, mais vous savez très bien dans quelles conditions a été adoptée la loi de finances, mais j'espère bien, et j'ai moi aussi rendez-vous, pas ce vendredi, mais vendredi d'après, avec le cabinet de Klein, le ministre du Logement, je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, tous les parlementaires ensemble, pour essayer de faire avancer un certain nombre de propositions pour la loi de finances qui suit. Et puis enfin, je regrette, mais moi je pense aussi qu'il faut aller jusqu'au bout des réformes administratives. Nous avons eu la loi Elan, nous avons eu la loi 3DS. Je pense qu'il faut repenser la gouvernance de la politique du logement et de l'habitat. Ce n'est pas de la déconcentration qu'il nous faut, c'est une véritable décentralisation autour des EPCI, des lieux de vie en particulier. Tout à l'heure, on a cité le rapport Borloo, qui date, le rapport Géométrie et puis le rapport Rebsamen. Je crois que la loi 3DS a commencé à faire cela, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut en particulier que toutes les aides publiques puissent être maîtrisées par les élus locaux, que la fongibilité des enveloppes liées à la pierre soit entre les mains des élus locaux pour qu'il y ait une vraie cohérence et une vraie dynamique et une vraie impulsion, et que les aides sur la rénovation énergétique soient également entre les mains des élus, notamment pour les logements vacants qu'il faut rénover. Je pense que nous devons réfléchir à une nouvelle décentralisation au plus près du terrain. Moi, j'aimais bien l'expression de Jacqueline Gouraud, qui était ministre à l'époque, il faut faire du cousu humain. Tout à l'heure, l'architecte l'a développé également. Il faut faire du cousu humain, il faut adapter nos mesures aux situations réelles, concrètes et du terrain. On parle décentralisation, c'est peut-être un point qui vous unit, Owen Owen Lagadec et Tchétchévéry. Est-ce que vous avez 2 parlementaires et un élu local à côté de vous? Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'eux pour que ça avance? Est-ce que vous attendez quelque chose de la puissance publique et quoi? Alors, je ne vais pas me cacher, vous savez que je suis le dirigeant de Poply Days, mais je ne vais pas parler de location saisonnière pour ne pas remettre une pièce dans la machine tout de suite. J'en parle juste après. Pas que. Parce que d'abord, j'aimerais parler, et n'y voyez pas de naïveté, mais de points communs. Le premier regret qu'il faut entendre simplement, c'est le commun qu'on cherche à produire aujourd'hui, c'est qu'il y a un an, nous sommes venus avec des propositions. Il se trouve que quand la décision est prise, nous, professionnels, mais encore que ça s'étend plus, nous n'avons pas été consultés. C'est le seul premier message à entendre, donc j'entends désormais que les politiques sont prêts. Alors, c'est ça l'objectif. On a des dessins qui... Rapidement d'atteindre des vérités, c'était simplement de dire, voilà, je fais un pas de côté.
que nos enfants puissent vivre dans un pays un peu paisible. On a l'impression qu'il y a des oppositions entre professionnels, élus, associations, mais enfin, on est tous en commun et vous serez tous dans ma peña sans doute pendant les fêtes de Bayonne. Donc, faisons un peu attention à ça. Peut-être pas la même. Et espérons pas. Le deuxième message du point commun, la fiscalité. Dans l'élection, je vous explique la démarche parce que peut-être le grand public ne le sait pas. Lorsque l'an dernier la compensation arrive sur la table, en amont, un certain nombre de professionnels se sont réunis en se disant on ne peut pas y aller en disant non. Il faut réguler parce que nous sommes nous aussi habitants d'ici. Donc le professionnel n'est pas seulement quelqu'un qui fait une plus-value sur la vente, il y en a, et il y a des brebis galeuses partout, je le dis très clairement. Seulement, le point, c'est comment globalement on régule. Il se trouve que dans les propositions, on avait écrit la fiscalité. Et ben, je vous le dis aujourd'hui, et c'est le message porté, parce que je ne suis que le porte-parole, c'est même, mais allez jusqu'au bout, inversez-la. Si le but, c'est de dire qu'il y a quelque chose d'injuste, mais banco. On met quasiment 0 sur l'allocation, 10 sur l'allocation l'année, blinder l'allocation l'année. Parce que le sujet de l'allocation courte durée, pour nous, voyez-le plutôt comme un sujet de stratégie touristique. Mais j'y reviens à la fin. Le deuxième point commun sur lequel nous sommes ensemble. Il se trouve que nous, professionnels, nous sommes face à ceux, je vais prononcer le mot qui est sale, mais il se trouve que c'est celui dont nous avons tous besoin, qui ont de l'argent. Et je suis d'accord, nous sommes d'accord, désormais, puisqu'il y a un intérêt collectif, cet argent doit être routé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser l'être humain libre de disposer de son argent sur l'habitat. On voit bien que ça a un impact sur le collectif. Et je pense que c'est tous les messages qui ont été transmis aujourd'hui. Si on laisse un individu choisir tout seul ce qu'il fait et du logement et de son argent, on a un problème. Donc la régulation publique que vous représentez, nous sommes d'accord avec. Mais voyez-le aussi comme un partenaire. Lorsqu'on parle de bailleurs, et sans naïveté, si vous orientez son financement pour la rénovation énergétique. L'opportunité d'un propriétaire qui a un logement délabré, c'est de lui imposer de le rénover. Comment, franchement, humainement, il est tolérable de se dire qu'on laisse quelqu'un louer un logement insalubre mais 200... En fait, comment c'est discutable même? Qui ose lever la main en disant si, je suis d'accord pour quelqu'un? C'est pas possible. Par contre, il y a des gens qui ont de l'argent. Si on considère qu'ils sont spéculateurs, donc avec une intention qui n'est pas la finalité de vie sur le territoire, on oriente. Et ça, je le redis, c'est un message porté par Ensoon qui organise aujourd'hui. Donc, les professionnels de l'immobilier, mais étendus, les entreprises du digital, j'en vois de Pays Basque Digital, puisque j'en suis le président, portent aussi ce message d'aller chercher des choses en point commun. C'était le deuxième. Maintenant, je remets une pièce sur la location meublée, juste parce que, pour deux messages, et c'est pas pour être clivant, c'est juste pour rappeler deux choses. Lorsque Séverine, tout à l'heure, prend la parole, son message, c'est simplement dire, il n'y a pas que des cas isolés, il y a un cadre humain qui était derrière, et ce cadre humain n'existait pas, pardon de le dire, je sais que c'est un peu technique, avec Airbnb. Airbnb, et ça m'ennuie de le dire parce que c'est une marque américaine qu'on valorise, parlons plutôt de notre territoire, il se trouve que cette location touristique existait depuis des dizaines d'années. D'accord ? La loi Hoguet qui régule ça, elle date de 1970. Ce qu'il se passe, c'est que jusqu'à ce que les plateformes de dérégulation, dites de disruption, où l'on transmet un particulier directement avec un voyageur. Donc on y revient. Lorsqu'on relaisse, on le sait, soyons humbles avec nous-mêmes, lorsqu'on nous laisse tout seul avec notre liberté, on en abuse. C'est ça le phénomène. Monsieur Etchegaray, c'est ça qui s'est passé. En revanche, entendez qu'il y a des professionnels qui étaient là, avant l'exercice de ça, dont le métier était, et là je vais transformer en positif, et c'est la proposition d'aujourd'hui, utilisez-nous comme une stratégie touristique territoriale. La compensation, je suis navré, qui a été mise, elle est techniquement extrêmement difficile, je ne vais pas dire elle est interdite, mais extrêmement difficile à déployer. Il y a d'autres territoires, et nous avions fait une proposition l'an dernier qui était de dire, et je le redis comme ça c'est filmé, le directeur de Populaise leur a dit oui à la réglementation. Je le redis, si ça a coupé, oui à la réglementation. En revanche, on était sur une proposition d'équilibre qui visait à dire quoi? Tous les logements qui ont été des investissements spéculatifs, on pousse, et on est tous d'accord, on les remet dans le marché à l'année. Il existe cependant des logements que les propriétaires, la grande pression fiscale que vous mettrez ne suffira pas. Utilisez ça comme une stratégie touristique pour faire venir sur notre territoire des voyageurs toute l'année. Nous avons décidé, Monsieur Etchegaray m'avait fait l'honneur d'être nommé au conseil d'administration de Bayonne, nous avons donc déployé et voté une stratégie d'étalement du tourisme parce qu'on doit désaturer l'été. Comment tout le monde, et j'ai même envie de vous dire, transférer notre culture, notre art de vivre, donc dans certains logements, si vous vous coupez d'un bras armé d'hébergement. Je ne parle pas de 15 000 logements, je parle de préserver ceux qui de toute façon ne reviendront pas derrière, quelles que soient les mesures. Et là, c'est le pouvoir public qui réoriente l'usage
mais qui préserve une filière. C'était l'expression de tout à l'heure, et je comprends que ça puisse donner envie d'aller contre, mais entendez que derrière, ce sont 800 à 900 êtres humains qui débarrassent les draps d'un couple qui s'est bien amusé pendant la semaine, qui va nettoyer les toilettes le matin. On parle de ces êtres humains-là, on n'est pas en train de parler de gens qui roulent en Porsche grâce à cette location saisonnière. Là, vous parliez des propriétaires, monsieur Etchegaray. Nous, on vous parle de la filière professionnelle qui existe ici et qui crée des emplois. C'était le message que je voulais transmettre. Merci. Alors, bon, d'abord, il y avait un règlement voté en 2019, applicable en 2020, qui était ultra souple. Et non seulement il a été attaqué à son époque aussi au tribunal administratif, et puis des milliers de propriétaires l'ont violé allègrement. On a occupé plusieurs de ces Airbnb qui violaient et qui ne respectaient pas, qui ne demandaient même pas l'autorisation de changement d'usage. Donc, même quand c'est souple, c'est contesté et c'est violé. Au niveau d'Alda, depuis notre naissance, on a toujours été dans les propositions. D'ailleurs, on avait proposé justement cette compensation, et pas pour compenser, pour rendre impossible la transformation des logements à l'année en meublés de tourisme. Parce que c'est ça, en tout cas, nous, qu'on avait comme objectif. Et ce qu'il faut applaudir avec le vote de la communauté d'Aglo, c'est que dans les années à venir, on aurait perdu encore plus de logements par milliers et milliers que ce qu'on a perdu les 4 dernières années. Et ça, si j'avais plus de temps, je peux vous l'expliquer de A à Z. Donc ça a coupé l'hémorragie. Et bravo. Nos propositions, on les fait un peu à tout le monde. À l'Église, à qui on a proposé à l'évêché de réunir une convention avec les bailleurs sociaux pour qu'ils arrêtent, quand ils vendent leur patrimoine immobilier, de le proposer en suivant aux promoteurs privés. Ils devraient, en tant qu'Église, d'abord essayer de le faire avec les bailleurs sociaux et aux agences immobilières qui sont nombreuses ici. Nous, Alda, on est prêt à se réunir avec vous et on a quelque chose à proposer, une charte de bonnes pratiques, parce que nous, on n'est pas contre toutes les agences immobilières, etc. On pense qu'il peut y avoir des agences immobilières, des intermédiaires qui font un bon travail. Et nous, on est prêt à discuter d'une charte de bonnes pratiques. On a une dizaine de mesures à vous proposer. On est prêt à la discussion quand vous voulez. Par rapport à nos responsables, on a travaillé également depuis 2021. On avait eu des réunions avec le cabinet Vargon à l'époque, avec beaucoup de parlementaires, dont certains ici, pour plaider justement ces changements de fiscalité, un certain nombre de choses. On nous avait promis à l'époque qu'il y aurait un rapport commandé à l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, pour faire justement une étude sur les améliorations possibles au niveau de cette fiscalité. Et Aurore Berger, on travaille aussi beaucoup avec la Fondation Abbé Pierre au niveau national, et Aurore Berger, à la journée annuelle de la Fondation Abbé Pierre, s'est engagée, en tout cas à appuyer ce changement de fiscalité qui favorisera plus la location à l'année que les locations de courte durée. Donc moi je pense que des choses vont bouger par la pression des associations, des parlementaires, de l'Aglo. Je sais que le président ici présent a beaucoup fait de lobbying également dans ce sens. Et donc des choses bougent. Nous, on a également très récemment, en montrant qu'il y avait une explosion des congés pour vente et pour reprise et un nombre complètement anormal en Pays Basque, on a fait une série de 7 propositions. Tant adressé aux législateurs, par exemple, interdire les congés pour vente quand le bien est à destination de résidence secondaire. C'est complètement amoral que des gens aujourd'hui délogent des familles, et tout à l'heure, les cas que je citais, c'est des gens qui sont délogés pour faire des résidences secondaires, à 90 ans se retrouver dans la rue pour que son logement devienne un pied-à-terre. Eh bien, ça devrait être interdit. Le congé pour vente n'existe pas en Allemagne. Au moins, on peut le limiter, en tout cas dans les zones tendues, pour protéger les gens. Donc des choses comme ça. Mais également ici, au préfet, à l'Aglo, il faudrait recenser les congés pour vente et pour reprise pour savoir combien, et pour arriver à leur flécher une partie du parc social qui doit donc augmenter, parce que ces gens-là, ils sont victimes, c'est comme une catastrophe climatique, ils y sont pour rien. Il n'y a pas d'impayés, ils n'ont pas de problème avec les voisins, etc. Ils se retrouvent emportés par une vague. Eh bien, il faut les traiter collectivement, ces gens-là. Après,
on est membre d'une plateforme, Se loger au pays et RIANBC, qui organise donc la fameuse manifestation du 1er avril. Avec ça, on vient de faire des propositions sur le logement social. Il y en a tout un tas qui sont très concrètes, tant pour les législateurs que pour les autorités locales, etc. J'en rajouterai une. Donc il y a notamment, alors je vais citer un exemple, par exemple, qui se fait ici, la commune de Bidart, fait une servitude qui impose 50% de logement social pour tout lot de 4 logements. Ça, dans les prochains PLUI, etc., il faudrait ce style de servitude, voire 70% dans les lots au moins, et notamment quand on a la maîtrise publique des terrains. C'est quand même, aujourd'hui, il faut produire du logement, oui, mais pour les gens d'ici. C'est-à-dire pour le pouvoir d'achat des gens d'ici. C'est ça le problème, c'est la production à tout va, mais en fait, qui n'est pas accessible à 80% de la population. Alors, moi, je ne refuse pas du tout de logement à Espelette. Désolé. Maintenant, là, vous mélangez. Attendez, on ne va pas commencer à interpeller depuis la salle, s'il vous plaît. Merci. Pour le législateur, encore une proposition. Une dernière, merci. D'accord, deux choses. Non, une. Pour le législateur, s'il vous plaît, une proposition qui est, comme les servitudes de mixité sociale, faites passer dans la loi, qui est des servitudes de résidence principale dans les PLUI. Ça, c'est vraiment pour imposer des quotas de 90% de résidence principale dans les PLUI. Attends, il y a une réponse, parce qu'il faut s'entendre parler, parce que tout le monde va faire sa tribune libre, et ce n'est pas le but de ces rencontres telles qu'on les a inaugurées aujourd'hui. S'il vous plaît, un dernier mot. Non, je ne vous le permets pas, je vais vous donner la parole dans 30 secondes, je veux qu'on vous réponde. On n'est pas beaucoup quand même d'associations ici. Oui, mais enfin, je pense que... Je suis la seule et c'est une voix un peu différente. Non, on ne va pas jouer aux victimes avec moi. Allez, s'il vous plaît, je veux juste une réponse et vous allez finir après, il n'y a pas de problème. Non, mais vous pouvez y aller, je suis habitué. Vous pouvez répondre, on va leur donner la parole, parce que je n'ai pas dit que je ne donnais pas la parole, juste qu'on réponde, merci. Comme M. Etchegaray l'a apprécié tout à l'heure, qu'on puisse lui répondre, merci. Oui, juste préciser par rapport à la demande sur le rapport de l'IGF. Donc, il a été présenté donc, justement dans la fameuse commission de travail hier, en l'occurrence au ministère, et il a mis malheureusement beaucoup trop de temps puisqu'il n'a été terminé qu'à l'été dernier. Et nous n'en avons eu la publication malheureusement que maintenant. Donc ça, c'est une demande que nous avions faite. D'abord, ce rapport n'avait pas été rendu public et nous l'avions donc nous l'avions obtenu dans un premier temps déjà pour qu'il se fasse. Et aujourd'hui, conclusions donc sont maintenant publiques. Ça, c'est le premier point. Tout à l'heure, et la proposition que tu as faite, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le cas des PLUI, en effet, qu'il y ait aujourd'hui une cotation très claire sur le logement principal. Alors, quand Allez, dernière proposition et on y arrive, parce que c'était pas l'idée de censurer. Hein. Allez-y. Ça sera un scoop. Non, juste pour préciser, attendez, peut-être pour terminer. C'est vous qui êtes. Non, c'est important. C'est important. La fameuse commission donc, qui est en train de se terminer va se réunir en avril pour une dernière commission, et donc le gouvernement proposera donc justement les différentes propositions, dont celle-là que nous avons nous avons fait un certain nombre de propositions qui seront reprises dans un texte qui sera présenté à l'été. Voilà. Il a annoncé un scoop. Rendez-vous léger. Et donc, enfin, il y a un dernier problème qu'il faut vraiment solutionner, c'est la question des résidences secondaires qui tirent les prix vers le haut. Et aujourd'hui, il y a des propositions. Que va faire la plateforme Se loger au pays et RIANBC le samedi 1er avril dans sa grande manifestation? Ça sera à la fois des propositions pour les acteurs locaux, la société civile et des propositions pour les législateurs. Donc voilà, teasing, venez tous et toutes à la manifestation du 1er avril pour découvrir en exclusivité ces propositions. On l'avait annoncé aussi, bien. Allez, on va prendre, on prend un petit quart d'heure de retard, je suis désolé, mais le sujet est important et Pierre ne va pas me contredire. On va prendre des questions du public. J'en prends une. Comment contrôler le respect de l'encadrement des loyers à la relocation et sanctionner les fraudeurs? Que peut faire l'État? On aura une réponse tout à l'heure. Que peut faire la communauté d'agglo, Monsieur le Président? D'abord, l'encadrement des loyers, nous sommes candidats à l'encadrement des loyers, nous ne l'avons pas encore mis en place. Ça sera, j'espère, effectif en 2025. Ah oui. Parce qu'avant que l'encadrement des loyers soit possible, c'est une mesure d'exception, il faut pouvoir le justifier. Nous sommes en travail de surcollecte que fait actuellement toujours l'agence d'urbanisme pour nous permettre de fonder cette mesure d'encadrement des loyers. Et j'espère que d'ici 2025, nous y serons parvenus, ce qui permettra effectivement de mettre un seuil au-delà duquel on ne peut pas aller sur le prix du loyer.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je vous en prie. Ça y est, je vais passer par le grand censeur de la soirée. Moi. Non, mais je vais être rapide pour le coup. Jean-Luc Béraud, tout à l'heure, a parlé, et d'ailleurs le président Lasserre aussi, que le vrai sujet était le foncier. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers un encadrement du foncier. Et c'est exactement ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure. Ce sont des voix dissonantes qui actuellement proposent cela. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Sans doute, ça ne se fera pas sans une réforme législative, parce qu'on voit mal qu'on puisse venir dire que quelqu'un n'a pas le droit de toucher à la somme qu'on lui propose le marché libre, parce que le vrai problème, c'est le libéralisme à tout va. Et c'est tout simplement ce qui vient d'être indiqué par beaucoup de personnes. Achète celui ou celle qui a le plus de moyens. Point. Et comme ici, on a des revenus moyens qui sont inférieurs à la moyenne nationale, eh bien, il ne faut pas aller chercher plus loin la difficulté dans laquelle on se trouve. Donc, il faut que, si on considère que les vendeurs sont des Basques, et souvent ce sont des propriétaires fonciers de chez nous, eh bien évidemment qu'ils trouvent un promoteur qui viendra leur faire une proposition. Quelquefois, d'ailleurs, les promoteurs se suivent pour ajouter 10 ou 20% à la proposition. Et on se retrouve dans des situations invraisemblables où on n'arrivera jamais à sortir quelque chose d'acceptable pour la population moyenne. Alors, la solution, à mes yeux, c'est qu'effectivement, on travaille aujourd'hui, alors au-delà des servitudes dont parlait Frédéric, qui me paraissent nécessaires parce que, alors là, mon avis, à droit constant, on pourrait faire quelque chose. Madame la sous-préfète, vous nous le direz éventuellement tout à l'heure. À droit constant, je pense qu'on peut s'engager vers ça. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Il y aura des recours, bien évidemment, comme toujours, mais on fera avancer peut-être les choses de cette manière. Mais s'agissant de l'encadrement du foncier, bien évidemment, il nous faudra quelque chose, un bazooka. Ça sera quelque chose beaucoup plus lourd. Mais il ne faut pas désespérer dans cette direction. D'autres pays l'ont déjà engagé. Jean-Luc Béraud l'a évoqué tout à l'heure. Le rapport dont parlait Frédéric, qui fait 550 pages et qui n'est pas facile à lire, mais contient un certain nombre d'exemples à l'étranger où effectivement on est arrivé aussi à mettre des limites au droit de propriété, tout simplement parce que le droit de propriété peut connaître des limites. Et la limite peut être ici, non pas que quelqu'un soit exproprié, mais qu'on l'interdise de dépasser un seuil de la raison. Allez, Vincent Brouille va vous répondre. J'ai une autre question de l'audience, parce que je crois que tout le monde s'y perd. Du coup, il y a même des questions de gens qui disent, quand on loue sa propre maison, voire sa résidence secondaire, que fait-on quand on n'y vient pas? Est-ce que je peux encore louer ma résidence secondaire au Pays Basque? Il y a vraiment des questions basiques. Moi, je pense qu'il faut qu'on réponde aussi à ce genre de choses. Et Vincent Brouille répondra peut-être après, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors. Justement, qu'est-ce qu'on fait de la maison, de la résidence secondaire qu'on louait avant, Owen? Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non, mais qu'on réponde aux gens qui posent des questions. Excusez-moi, parce que le débat entre élus est pertinent, mais on va le faire à l'Assemblée. Allez-y. Oui. Donc techniquement, je vais parler technique. La nouvelle réglementation empêchera. Alors s'il n'a pas eu de changement d'usage avant, s'il n'était pas, la réglementation l'empêche s'il ne compense pas. Et pour compenser, il faut prendre un local à usage commercial actuel, le transformer en logement et venir compenser de cette manière-là. Donc même s'il le fait, il faut ensuite, il a une deuxième manière, c'est de pouvoir louer en étudiant ou en bail mobilité pour ensuite avoir un droit en tripartite avec la communauté d'agglomération. Sauf que logiquement, si on fait une location étudiante par exemple, eh bien, au mois de décembre, cette location était occupée. Donc voilà, donc c'est une simple réponse technique, mais techniquement non, il ne pourra pas venir l'occuper. Sauf s'il a éventuellement un bail mobilité, mais techniquement, il faut compenser. Juste pour Alda, c'est normal et on peut faire ça? Ou alors est-ce qu'on pense, comme le faisait tout à l'heure votre voisin, aux emplois, que ça peut menacer la dame qui parlait de son fromager s'il n'y a plus de locataires? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Excusez-moi de rentrer un peu là-dedans et peut-être moins technique, mais l'audience nous rappelle à nos devoirs de questions. Allez-y. Ça marche. Ouais. D'abord, une chose, il faut rappeler que le Airbnb, entre guillemets, chez soi, louer sa chambre, son appart, quand on part en vacances, etc., est toujours possible. Il n'est pas concerné par la compensation. On parle des résidences secondaires qui sont louées. Oui, voilà. Oui. Mais c'est bon à préciser aussi, vu que les gens, apparemment, se mélangent les pinceaux. Et après, je vais vous raconter l'histoire, justement, de ces appartements qu'on a occupés avec Alda, parce qu'ils violaient le règlement sur l'autorisation de changement d'usage. C'était quoi, ces appartements? C'était des appartements, jusqu'à il y a 2 ans, alors qu'ils étaient petits, exigus, etc., il y avait des gens qui se logeaient là-dedans. C'était quoi les gens en question? Des personnes invalides, des femmes seules avec enfants, des jeunes qui avaient des petits loyers, parce que c'était des petits trucs, et c'est ces trucs-là qui ont été achetés en premier, parce qu'il y avait un retour sur investissement plus rapide.
comment ça a été acheté par des gens qui n'auraient pas eu les moyens d'acheter une résidence secondaire, mais qui là se l'achetaient avec un plan à la banque en disant, voilà, retour sur investissement avec les rentrées Airbnb pendant 10 ans, 15 ans, etc. et j'achète. Et il y avait même un autre phénomène qui doit expliquer le fait que ça tire les prix vers le haut, c'est que des gens surenchérissaient sur la résidence secondaire qu'ils comptaient déjà acheter à tel prix parce qu'ils pensaient justement avoir des rentrées supplémentaires avec les rentrées Airbnb. Donc, ils mettaient plus que le prix qu'ils comptaient mettre et ça a tiré vers le haut. Donc, c'est tous ces phénomènes qui existent avec cette pratique. Allez, on revient vers les chiffres avec vous, Vincent, pardon. C'est à vous, et puis on va conclure, parce que la table ronde s'éternise. Juste une petite précision au propos de M. Lagadec-Hériart. La possibilité de louer la résidence principale est limitée à 120 jours. Ce n'est pas dès le premier jour. Donc, cette possibilité non, mais c'est bien de le rappeler, parce que l'audience est, je crois, oui. du coup, un peu perdue, mais ça, c'est bien de le dire. Juste, j'ai pas parlé de résidence principale. Hein. La question, c'était résidence secondaire. Donc, dès le premier jour, la résidence secondaire. Non, résidence secondaire, stop, terminé. Oui. Non. Donc, la réponse, c'est fini. C'est une réponse technique, c'est terminé s'il ne compense pas avec un locage commercial transformé en un autre logement. Alors, ça sera le dernier mot avec le président. Allez-y. On finit par y perdre son latin. C'est ce que je vous dis. Ouais. Moi, je me pose des questions sur la question de savoir si on a bien lu le règlement de compensation adopté par la communauté d'agglomération. On va pas le relire ici. Non, j'ai l'impression qu'on l'a pas compris. Il peut y avoir des locations saisonnières de sa résidence principale jusqu'à 120 jours. Alors, on avait 120 jours. Bon. Donc, vous partez de chez vous, vous décidez de pendant 120 jours que vous n'habitez pas chez vous, et vous pouvez louer comme vous voulez. Il y a aussi la possibilité des baux mixtes, qu'on peut pendant 3 mois permettre à la location saisonnière, et pour le reste du temps aux étudiants, voire même à certaines travailleurs qui ont besoin effectivement de trouver des logements pour un certain nombre de saisons. Je pense à la saison du piment et je pense également à d'autres situations. Donc, ne disons pas ici qu'il n'y a pas de possibilité. On a, et d'ailleurs sur une proposition d'Anglette, de Claude Olive en particulier, permis dans des maisons où il peut y avoir 2 appartements, un appartement principal et un studio, eh bien, la possibilité, alors là aussi, pour le coup, de pouvoir le louer. Donc, ne disons pas que la résidence secondaire est interdite. Un propriétaire d'une maison et avec également un studio peut aujourd'hui rester dans sa maison, mais à l'intérieur de cette maison, il pourra mettre en location y compris pendant la période saisonnière, sans aucune limitation, cette partie de son bâtiment. Oui, mais vous voyez, vous l'avez déjà oublié. Claude Olive s'en souvient parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté à la communauté d'agglomération. Ça va être le dernier mot parce qu'on ne va pas s'opposer, mais je crois que c'était pas oublié. Allez-y, Owen. Beaucoup de respect, je crois, avec beaucoup de respect. Donc, d'abord parce que je crois avoir dit depuis le début que je crois beaucoup à la réalité humaine. Donc, je ne m'amuserai pas ni à démettre la démocratie qui a voté. Vous ne m'avez pas entendu dire ça, donc oui. Donc ça a voté, pas de souci. On est une filière qui existe depuis des années. Je ne me serais pas permis de répondre à une question en racontant n'importe quoi. La question, c'était résidence secondaire. Point. Résidence secondaire, il faut compenser. Monsieur Etchegaray, vous parlez d'une résidence principale contenant attaché un appartement. C'est tout ce que j'ai dit. Okay. Je ne remets pas en cause ce que vous dites, mais je n'ai pas dit que c'était interdit. La résidence secondaire, sa réponse, c'est non s'il ne compense pas. Voilà, allez, ça sera clair, c'était une question de l'audience. On peut vous applaudir notre table ronde un peu animée. On se retrouve pour la deuxième table ronde. Pierre Sabatier, vous nous présentez vos invités. On remercie madame et messieurs les élus et les représentants d'associations de nous accompagner dans cette longue après-midi. Et je remercie le public de rester avec nous. Je salue évidemment les gens qui sont chez eux et l'audience. Continuez à vous poser vos questions, même si j'ai plus de tablette. Allez, on enchaîne avec la deuxième table ronde. J'appelle donc Claude Olive, maire d'Anglet et premier vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Paul Mattei, député et président du groupe démocrate à l'Assemblée nationale, Pascal Thibault, vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers et représentant d'Entsun, Loïc Quentin, président national de la FNIM, Maïder Beotegui, maire de Bardos, et son voisin, Iñaki Etchaniz, député des Pyrénées-Atlantiques. Allez, on envoie le jingle, deuxième débat, et on enchaînera après avec la prise de parole de l'État, conclusion. Allez. Voilà, et nous retrouvons Max Brisson. Et on trouvera Max Brisson. D'abord. Voilà. Allez.
Allez, il n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est Max Brisson, sénateur évidemment de ce département. On avait une sénatrice tout à l'heure, on en a salué une autre. On va écouter parce que Max Brisson a tenu à nous faire passer un message. On a fait une interview vidéo qu'on écoute et on se retrouve pour la table ronde. À tout de suite. Je voudrais revenir en effet sur la question des locations saisonnières et des locations à l'année. Il ne s'agit pas d'être hostile aux locations saisonnières, elles sont nécessaires à l'économie touristique. Mais les plateformes ont eu l'effet, au cours de ces dernières années, de faciliter les locations saisonnières. En 2-3 clics, vous louez un bien de manière saisonnière sans avoir aucun des inconvénients de la location à l'année. Il se pose d'ailleurs la question de la manière dont on va sécuriser davantage les propriétaires. Au cours des dernières années, on a beaucoup sécurisé les locataires. Il faut peut-être aussi équilibrer. Louer à l'année, c'est prendre des risques. Il faut peut-être les limiter. Mais on est aussi devant une situation d'une fiscalité qui est totalement asymétrique. Aujourd'hui, il est beaucoup plus avantageux de louer un meublé touristique quelques mois. Le rapport est meilleur, la fiscalité est beaucoup moins forte et en plus, on n'a pas les difficultés que l'on peut avoir avec la location à l'année. Et donc, je suis à l'origine, mais je ne suis pas le seul. Je sais que le député Iñaki Echaniz était également avec vous, d'un certain nombre d'amendements qui malheureusement n'ont pas prospéré lors du projet de loi de finances. Mais vous savez, on va être têtu et on aura dans les semaines qui viennent d'autres initiatives et des initiatives transpartisanes. Moi, je travaille avec des députés socialistes, avec Iñaki Echaniz, je travaille avec des députés Europe Écologie Les Verts, avec des députés et des sénateurs Horizon. Je crois qu'on ne peut plus accepter cette inégalité dans l'organisation de la fiscalité. Il faut au minimum revenir à symétrie, faire disparaître les niches. Aujourd'hui, il y a des avantages fiscaux à faire de la location saisonnière. Il faut au minimum les faire disparaître pour même faire en sorte que la location à l'année soit plus avantageuse que la location saisonnière. Donc, il ne s'agit pas pour moi d'empêcher la location saisonnière. J'approuve les mesures prises par la communauté d'agglomération en termes de compensation, même si on verra bien les effets, les conséquences seront besoin d'être évaluées, mais je pense nécessaire pour d'ailleurs aussi assurer l'acceptabilité de l'économie touristique par la population locale. Vous savez, actuellement, il y a une évaporation de la location à l'année au profit des locations saisonnières, et ces locations à l'année qui disparaissent créent une crispation. Donc on doit être tous responsables, trouver toutes les solutions pour trouver le meilleur équilibre. On a un équilibre à rétablir entre les locations à l'année et les locations saisonnières, et la fiscalité peut être un outil. C'était le sens de mes amendements. Ils n'ont pas réussi cette année. Un groupe de travail a été lancé par le gouvernement. Je ne manque pas une occasion, je l'ai fait encore avant-hier avec Christophe Béchu, de dire alors ça sort quand ces réflexions, parce qu'actuellement, avec les beaux précaires qu'on va se développer au Pays Basque, il y a des gens qui ne peuvent plus attendre, il y a des gens qui, à des moments de tension sur le logement, même quand ils travaillent, ils dorment dans la voiture, et donc ils ne peuvent pas attendre que le gouvernement n'en finisse pas de réfléchir aux dispositifs qu'il pourrait mettre en place. Alors, Monsieur Echaniz, vous n'êtes pas d'accord sur tout, je pense, avec le sénateur républicain de Max Brisson, mais il y a peut-être un point commun, c'est votre combat sur le logement. Qu'est-ce que vous proposez vous avez fait une proposition de loi, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer? Oui, tout à fait. On a fait une proposition de loi avec le groupe auquel j'appartiens et d'autres sont venus le co-signer, notamment Paul Molac qui est en Bretagne, on en a parlé tout à l'heure. Qui n'est pas de la NUPES. Qui n'est pas de la NUPES, et parce que... Mais au-delà pour ne pas parler que de ma proposition de loi, je pense qu'aujourd'hui le problème il est partagé, le constat il est partagé par l'ensemble des élus politiques de ce territoire, et même au-delà. On est au pied du mur. C'est ici le cas au Pays Basque, c'est aussi le cas sur l'ensemble de la façade littorale atlantique. C'est le cas aussi dans des territoires qu'on peut penser moins attractifs, mais par exemple en Vallée d'Aspe où on arrive à 40% de résidences secondaires et des prix de l'immobilier qui ont augmenté de 20 à 30 voire 40%
sur les dernières années. Donc c'est un sujet d'urgence. Il y a 14,8 millions de personnes qui sont concernées par le mal logement et par la crise du logement en France. Donc on est parti de ce constat-là. On a fait, comme l'a dit Max, avec Frédéric, avec Vincent, des amendements au projet de loi de finances qui ont suscité le débat. Le débat a eu lieu et on a été confronté à certains moments de crispation avec le gouvernement qui n'étaient pas prêts. Est-ce que le vôtre a le plus de chances de passer alors? Alors la question qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est pas le mien, c'est le nôtre. Moi, je travaillais de façon collective et c'est pas, on a dépassé les propositions idéologiques ou politiques. Parce qu'il y a un rapport de l'OCDE qui dit qu'il faut revoir la fiscalité sur l'immobilier de tourisme. Il y a le rapport de l'IGF dont on a parlé tout à l'heure qui a été publié et j'invite toutes les personnes présentes dans la salle à le lire. Alors en effet Plutôt un peu soporifique. Il est un peu complet, mais il est extrêmement intéressant avec des propositions très concrètes, dont revoir cette niche fiscale. Il y a aussi une mission d'information qui est portée par ma collègue Anaïs Glemer, qui va rendre ses conclusions le 5 avril prochain. Donc il y a un ensemble de réflexions qui ont lieu, et moi le message que je dis aujourd'hui, c'est passons aux actes. Parce que moi je suis parlementaire depuis 7 mois, il y a beaucoup d'idées qui sont sur la table, mais il n'y a pas eu concrètement de calendrier, il n'y a pas eu concrètement de mise en avant sur ce sujet-là. On a eu une annonce de calendrier justement hier soir par la ministre Grégoire Klein. Et l'idée demain, et je suis prêt, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis prêt à retirer ma PPL pour en construire une globale avec l'ensemble des parlementaires parce que c'est un sujet d'urgence. Il y a ce sujet de la niche fiscale, il y a aussi la question des baux mobilités qui sont assez récents, qui ont été créés pour répondre à un besoin, mais comme souvent, quand on crée un dispositif, on arrive très vite à des personnes qui le contournent pour en faire un usage frauduleux. Donc il y a la nécessité d'encadrer ces baux mobilités qui sont intéressants pour les étudiants, qui sont intéressants pour, comme l'a dit Jean-René Etchegaray, pour les travailleurs qui viennent de façon épisodique et qui ont besoin d'un logement sur courte durée. Mais aujourd'hui, on le voit au Pays Basque et ça se passe ailleurs. Il est utilisé avec contrainte sur des gens qui ont besoin de quelque chose à l'année. Il y a un autre article qui vise à donner la liberté aux collectivités d'avoir une boîte à outils pour agir sur taxes sur les résidences secondaires, de déplafonner jusqu'à 100%, de décorréler taxes foncières et taxes sur les résidences secondaires parce qu'on ne va pas pénaliser des gens qui vivent là à l'année avec la résidence secondaire. Et puis il y a la question des 120 jours. Et il faut sortir de l'hypocrisie. Et je le dis, je pense que ça ne va pas plaire dans la salle, mais qui est absent de sa résidence principale 4 mois dans l'année? Qui? Sauf à ne pas être vraiment dans sa résidence principale. Et c'est aujourd'hui un vrai sujet national, c'est la fraude à la résidence principale. Les fausses déclarations, ou en tout cas ceux qui aussi, au moment de vendre ou au changement d'usage, mentent et changent la destination. Donc il y a un vrai sujet aussi sur ce texte-là, sur les nombres de nuitées possibles. Et pour aller justement dans la décentralisation, ce n'était pas dans ma PPL, mais avec les différentes auditions que j'ai menées, il y a une possibilité, encore une fois, pour donner la main aux collectivités, c'est de ne pas dire au national on fait 60 jours, 90 jours, mais de donner la possibilité aux collectivités de choisir eux-mêmes dans une fourchette entre 60 et 120 jours de location, par exemple. Mais en fait, il faut agir aujourd'hui parce qu'on est dans une situation explosive. Merci Claude Olive. Passons aux actes. Il faut agir. Je pense que c'est des termes que vous pouvez employer aussi régulièrement. Vous dites aussi souvent que l'État vous fait les poches, enfin pas qu'à vous, hein, mais aux collectivités locales notamment. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça et qu'est-ce que vous en attendez de l'État, puisque vous avez une représentante en face? C'est une explication, c'est une expression, mais je la fais mienne. Hein. En tout cas, ce fameux RLS, c'est la réduction de loyer de solidarité qu'avait mis en place l'État, avec la réduction notamment de la baisse des appels de 5 €, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est un très joli processus, à part qu'on l'a fait porter sur tous les bailleurs sociaux. Alors certes, il y en avait qui avaient des nids douillés, mais il y avait, moi je vais parler de celui que j'ai l'honneur de présider, qui est celui qui est en lien avec la collectivité du département, c'est l'Office 64, où on était très dynamique, où on produisait beaucoup de logements. J'ai dit on produisait, parce que vous allez voir où je vais en venir. Et donc, effectivement, ça a coûté à l'Office 64 que je préside, cette manœuvre-là, ils sont venus nous ponctionner 10 millions d'euros en 4 ans. Ce qui veut dire très clairement qu'avec 10 millions d'euros, modestement, on aurait pu faire quelques petits logements supplémentaires. Quand on sait aujourd'hui
Quand on sait aujourd'hui, et je vois mon collègue Roland Irigoyen là-bas qui vit les mêmes choses que le président que je suis à Chessa, hein, puisqu'en plus on s'est unis et on travaille très très bien ensemble. Et heureusement, je pense que c'est le modèle, c'est se mettre tous ensemble pour essayer à trouver des solutions. Quand on voit aujourd'hui la période qu'on est en train de traverser, notamment sur la production de logements, quel qu'il soit, neuf ou sur de la réhabilitation, de la rénovation. J'étais vendredi sur l'ancienne gendarmerie de l'Arcevaux, 6 logements. C'est énorme pour l'Arcevaux, 300 ou 400 habitants. 6 logements, c'est énorme. Quand on voit aujourd'hui la mise de fonds propres, c'est-à-dire chaque fois qu'on produit un logement neuf, il y a quelques mois, je vois mon collègue du Col là-bas, qui vit la même chose que nous, il y a quelques mois, il fallait qu'on mette entre 19 et 20 000 euros de fonds propres. Aujourd'hui, pour la même production, on est à 55, 60 000 euros de fonds propres. Si on va sur la rénovation, l'Arcevaux, où on vient investir de l'ancien, comme on fait dans d'autres communes, là, on peut être, écoutez-moi bien, hein, jusqu'à 100, 120 000 euros de fonds propres. Je veux dire, je ne sais pas qui c'est qui disait tout à l'heure, on va dans le mur, je crois que c'est toi, non, Janice? Non, on n'y est pas. Hein. On ne va pas dans le mur, hein. On a le nez dedans. Hein. On a le nez dedans. Parce qu'aujourd'hui, on sera dans l'incapacité de produire du logement en maîtrise d'ouvrage direct. Moi, je le dis très tranquillement, hein, y a un triptyque évident pour arriver à produire du logement aujourd'hui. C'est aussi s'appuyer sur les professionnels privés et du public, conditionner, discuter avec eux et produire du logement. Parce que c'est comme ça. Alors, on a une grosse difficulté aujourd'hui, ça va être le manque de financement pour pouvoir produire le logement. Je vais vous donner une image. On était sur une production au niveau départemental. Hein, à l'Office 64, on était entre 400 et on a eu des pics jusqu'à 500 logements. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les projections qu'on est en train de faire sur le département, on va pouvoir produire 150, 170 logements en LLS et autant en bail réel solidaire. C'est une catastrophe. Parce que je vous le dis très clairement, si nous, et j'associe le Col, j'associe bien sûr mon ami Roland Irigoyen, si nous on n'y va pas, Jean-Noël, si nous on n'y va pas, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que dans le plan logement 64 qu'on fait avec le département, en tout cas moi j'appelle de mes voeux à mettre en place une conférence territoriale des 5 principaux bailleurs, c'est-à-dire le Col, HSA, Domo France et CDC Habitat. Il faut qu'on se mette, nous aussi, autour de la table pour qu'on soit efficient, qu'on s'entende, qu'on n'aille pas se concurrencer, qu'on n'aille pas... Voilà, il faut qu'on bosse ensemble. Aujourd'hui, on est dans une situation, pardon, je casse un peu l'ambiance, hein, mais il faut que vous le sachiez. Parce que si nous, on ne vient pas, personne n'ira. On est dans des plans locaux d'urbanisme intercommunaux où il y a un pourcentage de logement social qui est demandé par les communes. 40, 50, tu disais tout à l'heure, je crois 70 ou 60 à Bidart. Imaginez si on n'a pas les moyens financiers d'y aller. Le projet ne sort pas. Ça veut dire qu'on ne fera ni du public, ni du privé. Je veux dire, je me tourne vers... rendez-nous l'argent, non, je rigole. En tout cas, regardez comment on peut essayer de revenir à un meilleur sentiment, parce qu'on est dans une telle difficulté aujourd'hui, une telle mise de fonds propres à un tel niveau qu'on est vraiment le nez dans le mur. Alors, Pascal Thibault, vous êtes représentant des promoteurs immobiliers. On a entendu que la promotion est compliquée dans le social. Est-ce que c'est le cas aussi dans le privé? Et comment vous innovez? Je crois que vous mettez en place une charte pour le logement abordable, par exemple. Ça peut être aussi une solution puisqu'on est dans ce cadre-là. Alors effectivement, je rebondis sur ce que dit Claude Olive. La problématique n'est pas nouvelle. Jusque-là, on subissait depuis longtemps dans les zones tendues, en particulier ici, une crise de l'offre, ce qu'on appelait, c'est-à-dire qu'on produisait bien en deçà des besoins locaux, des besoins des populations qui arrivent. Bon, plus des surenchères normatives depuis de nombreuses années, tout cela a entraîné une augmentation très sensible des prix, des prix à la vente. Et là, on cumule ça depuis peu, hein, pour des raisons conjoncturelles qui sont liées à l'accès au crédit et
l'Ukraine, on commence à vivre une crise de la demande. C'est-à-dire que les ventes baissent significativement et les prix de vente stagnent. On ne peut plus absorber toutes les problématiques qu'il peut y avoir globales de financement. Alors, pour répondre à ça, il ne peut pas y avoir une seule solution. J'entends beaucoup parler des résidences secondaires. Bon, je crois que ça représente, après les chiffres de l'agglomération, pour nous c'est un peu plus bas, mais 12%. Ne relancez pas le débat sur les chiffres. Non, mais dans le neuf, c'est 12% des transactions. Bon, ce qu'on a relevé, c'est moins que ça, mais enfin, les chiffres de l'agglomération, 12% de la production neuve en résidence secondaire. Bon. Et nous, on ne produit qu'1% du parc immobilier. Il faut dire que la production neuve, c'est 1% du parc immobilier et 10% des transactions. Donc, c'est pas nous qui pesons là-dessus. Si, non, mais c'est pas nous qui... Ce que je veux dire, c'est que les résidences secondaires, ce sera une solution, ça ne peut pas être la seule. C'est-à-dire si demain vous interdisez toutes les résidences secondaires, les problèmes du logement ne seront pas réglés pour autant. Donc pour les régler, effectivement, on dit tous ensemble, mais c'est beaucoup une incantation. Jusque-là, c'était très peu relayé dans les faits. J'entends aujourd'hui, c'est intéressant, beaucoup de propositions, mais je participe de par mes fonctions depuis longtemps à des séminaires, à des assises immobilières, à des conseils départementaux, etc. La problématique est connue depuis longtemps, on a du mal à voir arriver les solutions. Alors au niveau local, on s'est organisé. C'est vrai qu'avec les bailleurs sociaux, puisqu'on partage exactement les mêmes problématiques aujourd'hui, notre crise de la demande correspond à la crise du financement pour les bailleurs sociaux, mais on a les mêmes problématiques. On est dans le même bateau. Et effectivement, on s'attend à une production catastrophique cette année. Après, je n'ai pas de boule de cristal, on subit des phénomènes mondiaux. L'an prochain ou dans 2 ans, j'en sais rien. En tout cas, pour l'année, la production va être catastrophique. Et ce n'est pas ça qui va aider à répondre aux problématiques qui sont citées depuis le début d'après-midi. Voilà. Donc on a les mêmes problématiques. Et au niveau local, c'est vrai, la crise, il y a un point commun, c'est peut-être qu'elle nous rend plus intelligents collectivement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ces derniers mois avec la CAPB, avec la mairie de Bayonne, qui a pris un peu d'avance sur une charte. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais cette charte a vocation à créer 3 segments. Le locatif des SMS un petit peu accentué, il y a un peu plus de logements sociaux. Une offre abordable, puisqu'elle n'existe pas, et après je vais parler au niveau national. À ce jour, elle n'existe pas dans la loi, il n'y a pas d'offre intermédiaire. Donc une offre à destination de la population locale, à des prix plafonnés, TVA 20%, donc c'est du libre, il n'y a pas de subvention, avec des clauses antispéculatives, évidemment, de 10 ans. Et après, le libre qui est au prix du marché, qui oscille en fonction de la conjoncture. Donc on a mis en place cette charte qui a vocation à être généralisée au niveau de l'agglomération. Donc c'est une solution. Bon. Alors on sait que juridiquement c'est un petit peu fragile, puisque ce sont des impositions sur des terrains privés. Sur l'aménagement public, il peut y avoir effectivement des règles différentes qui sont plus sécurisées. Mais au niveau national, si on est obligé de trouver des solutions localement, c'est qu'au niveau national, on ne sent pas aujourd'hui de mesures d'urgence. Alors la Fédération des promoteurs immobiliers a alerté depuis plusieurs mois, mais là par courrier très récemment, tous les députés et sénateurs au niveau national. Il y a eu un très bon taux de réponse à ce jour des députés locaux. On attend des réponses des sénateurs, ce qui prouve quand même que Vincent Brouille était le premier à nous recevoir, que le problème est prégnant. Et en fait, on fait des mesures. Alors, je ne vais pas les détailler, mais en gros, on demande des mesures d'urgence sur la redirection de la TVA immobilière envers les maires bâtisseurs, parce que Vincent Brouille a tout résumé. Quand les maires sont maires, ils ont du mal à valider des permis de la densification. Et je le comprends, le maire bâtisseur, on montre toujours du doigt Claude Olive. Enfin, il a appliqué une densification, on dit toujours, ah, mais il a trop densifié. Bon, c'est compliqué. Et il est toujours réélu. Mais comme quoi, ça marche quand c'est fait intelligemment. Ça, c'est pas très grave, mais on essaye de répondre à l'urgence. Mais vous savez, pour la petite histoire, 75% de la population est éligible au logement social. 75%. Ouais. Ça veut dire presque 8 sur 10. Donc ça, il faut quand même un peu s'en rappeler. Et on a un phénomène de société dont on ne veut pas en parler, mais je vais vous en dire 2 mots. Ça, je le dire élégamment, c'est le desserrement de la cellule familiale. C'est papa d'un côté, maman de l'autre, voilà. Et donc, papy, parce qu'on a un problème aussi sur les papis et les mamies, les personnes. Donc, il faut être conscient de ça. Tout à fait. Donc il y a un réel besoin, mais c'est vrai que l'une des solutions, voire même quasiment inévitable, c'est la densification. On a des lois aujourd'hui, la RE 2020, le ZAN qui se... Bon, voilà. Si on ne veut pas que ça pèse encore plus sur les sur les coûts de revient, il faut densifier. Bon. Pour densifier, la décentralisation n'est pas la bonne solution.
je pense, pour densifier, il faut que l'État vienne au secours des maires pour imposer des mesures. Donc on parle de cette TVA. On parle de peut-être une mesure d'exception sur le taux d'usure en matière immobilière, peut-être au moins ponctuellement, parce que ce taux d'usure, qui est tout à fait légitime en crédit à la consommation, sur des crédits immobiliers de 15-20 ans, a beaucoup moins de sens. Mais aujourd'hui, ça désolvabilise énormément les ménages. Et on demande surtout des mesures sur l'accession intermédiaire, qui n'existent pas aujourd'hui. Et il y a une classe moyenne très importante, qui a des revenus trop élevés pour les plafonds sociaux, et beaucoup aujourd'hui, et en particulier dans les zones tendues comme au Pays Basque, l'équivalent des parents il y a 20 ans, on ne peut plus aujourd'hui acheter au Pays Basque, sauf à faire des kilomètres. Et ça, il faut absolument que l'État s'empare de mesures type baisse de TVA. Il a existé le pass foncier à une époque. Baisse de TVA en contrepartie de clauses antispéculatives. Donc tout ça, je le détaillerai lors de nos rendez-vous, mais il y a besoin que ce soit relayé au niveau national. Les maires locaux, les élus locaux ne peuvent pas tout faire. Il y a des mesures qui sont régaliennes, mais alors, j'entends que c'est compliqué, il y a des oppositions, il y a des réglementations, etc. Mais à un moment donné, il va falloir que des lois sortent. Parce que quand on est dans le mur, à un moment donné, si on ne veut pas avoir trop mal, il faut en sortir. Attendez, monsieur Ali, on va faire tourner parce qu'on est en train de prendre beaucoup de retard et je veux qu'on respecte notre public. Alors, Maïder Beotegui, vous êtes maire de Bardos. Alors, on parle de gentrification, de densification, etc. A priori, ça ne devrait pas vous concerner, mais si, puisque maintenant, on va dire qu'avant, il y a 10 ans, on aurait dit que vous étiez une commune du Pays Basque intérieur. Aujourd'hui, vous êtes du rétro-littoral. Hein. Comment ça se passe chez vous pour que vous puissiez, que les gens de chez vous, puissent se loger à Bardos? Alors, je comprends un peu pourquoi je suis là aujourd'hui. En fait, malheureusement, je ne me sens pas étrangère à tous ces sujets-là. Mais non, bien au contraire. C'est ça qui est quand même assez terrible. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Bardos, parce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps que Bardos, c'était la banlieue de Bayonne, au fond du... Alors là, ça, c'est juste terrible à entendre un truc comme ça. C'est pas vous, non, c'est pas vous. Mais venez pas, c'est pas grave. Voyons, malheureusement, même Pascal vient, voilà, ça définit tout, même HSA, même l'Office 64, même le col. Alors, moi ici, je me sens en fait, en tant que maire, on va faire le travail du maire. Le maire a sa propre responsabilité, je vais y revenir, je pense, et après, il faut qu'il soit entouré de tout ce qui se passe ici. Chacun à son niveau doit porter ses responsabilités pour nous aider. Nous, on ne peut rien faire tout seul, mais c'est vrai que Bardos, c'est pas loin, c'est à 20 minutes de Bayonne, c'est à 20 minutes, un petit village rural très sympathique, 1900 habitants, 4000 hectares, des moutons partout. J'ai adoré le fil conducteur des petits moutons, là, voilà, qui s'échappent aussi quand ils voient la densification. Merci à notre dessinateur, effectivement. Merci. Et les moutons qui prennent chacun leur maison parce qu'on n'arrive plus à savoir vivre ensemble, c'est ce que disait Claude. Donc, moi, quand j'ai été élue maire, on avait eu une satisfaction avec mon prédécesseur, c'est qu'on avait mené à bout la révision de notre PLU et on avait essayé d'être vertueux. On avait arrêté toute perspective future de constructibilité à l'extérieur pour protéger nos campagnes, nos agriculteurs, les conflits d'usage, etc. Pour autant, le Covid est arrivé, donc on avait défini quelques terrains constructibles que en centralité. Le Covid est arrivé, la crise de l'Ukraine qui porte plein de responsabilités, le coût de construction. Et là, toc toc, boum, un promoteur, toc toc, deux promoteurs, toc toc, trois promoteurs, toc toc, à la porte du maire. Et encore, heureusement qu'ils sont venus. Ce que je veux dire par là, c'est que heureusement que j'étais un peu avertie, parce que je pense à tous les collègues qui ne le sont pas. Parce que quand ça vous arrive comme ça d'un coup, alors vous les écoutez, ils ont des droits, on a figé des droits dans le PLU. On avait commencé à exiger des logements sociaux, mais pas sur tous les terrains, pas sur tous les terrains. Et là, on commence à avoir des projets arriver. Et parallèlement, vous recevez ces pauvres jeunes ou moins jeunes ou anciens qui veulent revenir au bourg, qui veulent construire ou qui veulent se loger. Ben, sachez que tout ce qui a été dit là pour le littoral, c'est la vraie vie dans le rétro-littoral, en fait. Vous avez compris, c'est le report du littoral. Donc, c'est la vraie vie. J'en veux pas à ceux qui ont besoin de construire, qui viennent à l'intérieur. C'est mécanique. Par contre, nous, on se retrouve face à une montagne et on se dit « Oula, mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc vous dormez pas bien, vous vous réveillez la nuit, et là vous vous dites mais c'est de ma responsabilité, je dois arrêter tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tout ça pour dire que c'est violent, c'est un fait mécanique, et que du coup nous, élus, on ne peut pas travailler tout seul. Donc je remercie des promoteurs qui ont annulé leur projet, qui l'ont revu, ou qui sont allés voir des bailleurs sociaux. Enfin, on a réussi à tout arrêter pour redémarrer autrement. Je vois M. Robana aussi.
Monsieur Robana qui avait dit une chose très très réelle quand j'étais allée le voir parce qu'il y avait un projet qui ne pouvait pas se faire et je parlais de densification, on va y revenir, mais surtout d'accessibilité et il me dit mais c'est tout à fait normal que sur des terrains que des maires rendent constructibles par la voie d'un PLU, ça va être le cas avec les PLUI, c'est normal qu'on exige en retour de ces terrains qu'on rend constructibles un retour à l'intérêt général. Ça veut dire que nous, on est en réflexion, on fait une modification de PLU pour toute autre raison, mais on va en profiter sur les seuls terrains qui sont en constructibilité en centre-bourg pour exiger de l'accessibilité sociale. Je préfère dire ça parce que maintenant, logements sociaux, ça fait peur et c'est une hérésie que ça fasse peur. Donc, accessibilité sociale, on doit le faire. Et si le PLH nous orientait vers du 25% sur notre territoire, mais c'est juste pas assez. C'est juste pas assez. Donc nous, avec l'équipe, et j'ai la chance que l'équipe entière me suive, on va aller sans doute sur une exigence à minima de 50%. Et dans notre territoire, le BRS est aussi une vraie solution pour nos foyers. Et il faut des logements locatifs aussi. Dans nos territoires ruraux, on commence à avoir des anciens qui veulent plus vivre tout seuls, parce qu'ils sont tout seuls, puisqu'il y a le desserrement. Ils veulent revenir au bourg. Faut-il pouvoir leur proposer du logement ? Donc tout ça, ça nous bouscule à une vitesse que l'on n'a pas vu venir dans le rétro-littoral. Et il faut qu'on soit aidé. On fait confiance, il ne faut pas qu'on nous la fasse à l'envers, j'ose le dire comme ça. Il faut qu'on travaille ensemble, on a besoin de tout le monde, tous ceux qui sont ici sur la scène, mais aussi ceux qui sont dans la salle. Je sais qu'il y a le département, on travaille aussi avec sur des appels à manifestation d'intérêt. On a besoin d'être accompagné pour avoir des réflexions globales d'aménagement. Ça a été dit, je ne sais plus par qui. Il ne faut pas faire des complexes de logement par-ci, par-là, sans avoir une vue d'ensemble pour aller vers une qualité de vie. Parce que c'est ça l'enjeu. On veut plus 100 € le mètre carré ou des terrains à 250 € le mètre carré. Mais il faut de la qualité. Et la qualité, alors ça passe par la densification. J'ai eu sans doute la chance de participer à l'ancienne mise en œuvre du SCOT de l'agglomération Bayonne-Sudland et l'ODAP et autres nous ont acculturés à la densité vertueuse. Ce n'est pas qu'un gros mot dans nos campagnes. Nos etchés, c'était déjà du collectif. Et moi, je veux croire qu'on puisse faire encore de l'habitat qui s'intègre bien parce que c'est essentiel, parce qu'il faut gérer le voisinage. Les maires, on est là pour assumer l'imposition de la densité et de l'accessibilité sociale. Il faut beaucoup de pédagogie et on va s'y astreindre avec nos citoyens, mais on va l'assumer. Mais voilà, on a besoin d'être accompagné par tous les partenaires, le PFL évidemment aussi, j'ai dû en oublier plein, mais on a besoin d'être accompagné et suffisamment en amont pour ne pas laisser faire n'importe quoi dans nos territoires. C'est bien que vous en ayez oublié quelques-uns, c'est très intéressant. 2 chiffres, c'est combien de logements finalement qui sortent C'est combien de logements qui sortent finalement? Alors, en fait, ce dont je me suis rendu compte qui m'a fait me réveiller une autre nuit, c'est que sur les, on va dire, 4 terrains constructibles en centre-bourg, il y en a, vous imaginez pas, qui vont partir à la vente. Et on a la chance d'avoir, attention, je le dis, des propriétaires vertueux qui nous appellent pour savoir qu'est-ce qui nous intéresse, ce qui se passe sur notre commune. Ça existe, il faut y croire. Bon. Donc, sur les 3-4 terrains qui arriveraient, je me dis, mais potentiellement, si je fais rien, il peut y avoir en libre une centaine de logements. Et là, je me dis, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, concrètement, donc la il y en aura densification, oui. Alors, on a tout arrêté et on travaille intelligemment. Je pense qu'il y a un terrain qui risque d'être retiré de la vente parce que je pense que les propriétaires voudront trop et que le travail, je le dis, avec les promoteurs, nous ont servi aussi à notre équipe parce qu'on a compris la réalité économique de la faisabilité des opérations, même si je sais que personne n'est philanthrope, donc il faut prendre de la mesure. Donc aujourd'hui, il y a un terrain, on va avoir 20 logements, un autre, on acceptera sans doute probablement 3 complexes de 10 logements. En centralité, quelque chose qui allait partir, je me dis, non mais là, en plein cœur de bourg, c'est juste pas possible de ne pas exiger le maximum d'activité sociale et pourquoi pas 70%. Et on est prêt, la commune, sur les seuls terrains dont on a la propriété, d'accepter, n'ouvrez pas trop les oreilles, celui qui travaille avec nous, mais de ne pas vendre le terrain trop cher, voire gratuit si c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est de faire de la programmation dans les PLU. Je finis, pardon, pourquoi ? Pour surtout qu'il y ait une réponse locale territoriale. Et je ne parle pas que de Bardos, je parle du territoire autour de Bardos. Et si tous les logements sortent d'un coup, on va répondre à certaines demandes locales, mais pas que. Donc il faut de la progressivité aussi dans la proposition des logements.
Je crois que j'ai pas le chiffre, mais c'est pas grave. Alors, on y va et on a 10 minutes pour conclure, si vous voulez bien, parce qu'on est en train de déborder. À la tête Merci. du groupe Modem à l'Assemblée nationale, mais vous êtes aussi notaire de formation, donc vous connaissez tous ces sujets par cœur. Qu'est-ce que vous inspire ce témoignage de Madame Béotegui? Alors, moi, je suis du région de Béarn. On a un peu moins de contraintes, mais cette salle me rappelle aussi, pendant 25 ans, j'ai commenté l'actualité fiscale pour la profession. On a parlé beaucoup de textes en matière fiscale. On a commencé, c'est des textes anciens, Quiles, Ménurie, toutes les mesures en favorisant le logement. Pinel, on en parle aujourd'hui. Tout ça, on se rend compte que ça ne fonctionne pas bien et que on sait souvent, on pensait bien faire et on a fait du pastichage de réformes sans cohérence. Tout à l'heure, un des intervenants rêvait d'une grande réforme et d'un ministère du logement. Moi, je pense qu'on n'a pas un vrai ministère du logement aujourd'hui et qu'il faudrait qu'on ait un ministère qui embrasse toutes ces questions. C'est de la fiscalité. Vous ne les voyez pas, mais tous les parlementaires en deux que je vois acquiescent. Allez-y. C'est l'urbanisme. Le troisième aussi, pardon. C'est l'urbanisme, c'est l'environnement. On n'a pas de cohérence. Et franchement, il y a urgence, et c'est vraiment une urgence première. Ce que je regrette, c'est que l'immobilier est maltraité parce que, à raison, c'est parfois considéré comme une rente, ce qui n'est pas forcément vrai. C'est aussi un élément économique et d'aménagement du territoire. Et on l'a fait, moi-même, j'en suis responsable, lorsqu'on a supprimé l'impôt sur la fortune, on a créé l'impôt sur la fortune immobilière. Donc on a quelque part stigmatisé, on a considéré que le fait d'être propriétaire d'un immeuble n'était pas un élément de la société. Et d'ailleurs, j'ai été amené à déposer plusieurs amendements, depuis même le dernier quinquennat, sur le fait de louer à plus d'un an, parce qu'en fait la question c'est de louer à plus d'un an un logement nu. On l'évoquait avec les résidences secondaires et autres, mais c'est ça la clé. C'est que je pense que tout bien loué à plus d'un an devrait être traité fiscalement autrement que pour les biens qui ne sont pas loués à plus d'un an. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on ait exonéré par exemple les œuvres d'art de l'ISF, alors qu'on a mis l'immobilier et même l'immobilier locatif. Vous pouvez le changer avec mais bien sûr. pouvoir à l'Assemblée nationale. Mais j'ai déposé des amendements dans le PLF sur la sortie de biens loués à plus d'un an, encadrés au niveau des loyers et répondant à des critères environnementaux, parce qu'on n'en a pas assez parlé, c'est qu'on a le critère environnemental qui sera majeur demain dans la qualité des logements. Et si on veut réorienter l'épargne des Français dans l'investissement immobilier, il faut lui donner, je dirais, un statut particulier. J'avais également déposé un amendement, quelqu'un a parlé tout à l'heure du statut de l'investisseur, pour permettre à l'investisseur immobilier, qui louait lui aussi un appartement à plus d'un an, à loyer encadré et avec, je dirais, des conditions environnementales respectées, de pouvoir opter pour la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, pas les revenus fonciers. Cet amendement a été adopté, même par certains membres de la NUPES, mais comme vous le savez, comme un autre amendement sur les superdividendes, a été shooté dans le cadre du 49.3. On en a beaucoup parlé, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on a un vrai besoin d'une cohérence. Réfléchir. On a beaucoup parlé des zones tendues et donc des profits qui sont réalisés sur certains territoires. Madame le maire, moi j'ai été maire pendant 16 ans d'une commune rurale de 2000 habitants, donc je connais bien la question des postes, des PLU, des contraintes, des réductions de terrain, des recherches de spéculation, de planifier une arrivée de population sur une commune pour pas avoir des soubresauts, parce qu'il faut ouvrir une classe, il faut la fermer, tout ça c'est la vraie vie d'un élu local. Juste une question, M. Mattei, comment ça se fait? Moi, je vais avoir une question de naïf, c'est mon rôle aujourd'hui. Pourquoi un élu avec votre expérience qui a vécu ça n'a pas pu bosser pour que cette nouvelle maire le revive? On a l'impression que l'histoire se répète, malheureusement. C'est parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Je vais vous dire, on a eu un quinquennat dernier, on a été quand même relativement défensif sur pas mal de projets. Moi, j'assume d'avoir fait des propositions dans le cadre du programme du président de la République sur la réforme des plus-values immobilières. C'est-à-dire, moi, je considère
que le fait de ne pas payer de plus-value parce que je détiens un bien depuis plus de 30 ans me pose un problème. Parce que c'est vrai qu'on peut reconnaître sur la côte basque notamment, on réalise des plus-values très importantes. Et puis, parce que j'ai le bien depuis plus de 30 ans, on a évoqué tout à l'heure les résidences principales, et c'est Vincent Breu qui l'a évoqué. Je vous rappelle que l'ancien texte prévoyait que pour pouvoir bénéficier du régime des résidences principales, donc d'exonération de plus-value quand je vends, il fallait que je détienne la résidence principale, je sois résidence principale pendant moins 5 ans. Ça a été changé, et à mon avis, c'est une erreur. Parce qu'il faut au moins que ça soit une vraie résidence principale. Okay. Il faut également, donc, ce système des plus-values. Alors, on peut, pour la résidence principale, je dois racheter la mobilité, bien que, il y a quand même quelques excès. Mais ce problème des plus-values, ça favorise la rétention foncière. Je n'ai pas intérêt, j'attends. Et c'est vrai aussi dans le logement ancien. Ça crée des copropriétés dégradées. Et ça crée des problèmes parce qu'on ne vend pas et ça ralentit. Alors, on a un dilemme. Soit c'est le coup de le père Fouettard, taxation des plus-values. On a entendu que ça marchait pas. Soit c'est l'incitation et c'est l'exonération. On a deux axes. Vous préférez quoi là autour de cette table? Moi, si vous voulez, ou bâton? D'ailleurs, j'ai déposé ces amendements dans ce sens, mais ils seront repris. J'espère qu'on a une réflexion globale sur la réforme de notre fiscalité immobilière. C'est que moi, je pense que le fait de détenir un bien, j'ai tendance à dire que, je vais peut-être choquer un peu dans la salle, mais s'enrichir sans talent, ça mérite une taxe complémentaire. Voilà. Bon, écoutez, c'est dit. Voilà. Donc, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Loïc Quentin, on vous a vu acquiescer, peut-être pas la dernière phrase, mais sur pas mal de points qui ont été abordés. Vous avez la vue d'ensemble puisque vous êtes le président national de la FNAIM. Est-ce que le Pays Basque est un cas à part ou est-ce que c'est des problèmes que vous trouvez dans toutes les zones tendues de France ? Alors non, il n'y a pas de spécificité basque. Je vais le développer tout à l'heure, mais je dirais d'abord en introduction, logement en danger à tous les étages. Les lumières rouges sont allumées, que ce soit en accession à la propriété, que ce soit en parc locatif. Il y a une attrition du parc locatif général, que ce soit les zones touristiques, les zones effectivement d'habitation principale. La promotion immobilière est en difficulté, 30% de chute effectivement en délivrance de permis de construire. Donc il y a véritablement une politique du logement qui n'est plus au rendez-vous de la fourniture de logement à l'ensemble des Français. Alors pas de spécificité en Pays Basque, ça c'est certain. Je dirais, j'ai bien pris conscience, parce que c'est vrai qu'il y a une commission à laquelle la FNM participe et qu'il y aura des propositions fiscales. Mais je dirais que la fiscalité ne réglera pas tout dans la politique du logement. Il faut remettre à plat la politique du logement. Sur le cas des résidences touristiques, je trouve le système de compensation brutal, Monsieur le Président, je me permets de vous le dire, très brutal, voire même portant atteinte au droit de propriété. Je considère que la méthode n'était pas forcément la bonne. Alors, je vais vous donner un exemple, puisque Henri Buzicazo vous a donné des exemples. Moi, je vous en donnais un. L'exemple de la Bretagne dont on a parlé, je regarderai le dessin après. L'exemple de la Bretagne dont on a parlé, à Saint-Malo, Gilles Lurton, maire de Saint-Malo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effectivement regroupé les professionnels, il les a rassemblés, et dit qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y avait exactement le même problème que sur votre territoire. Et ils ont trouvé une solution commune qui vise à dire quoi? C'est qu'en réalité, on va mettre un numerus clausus sur le pourcentage de logements qui pourraient être loués en touristique. Après, effectivement, changement d'usage. C'était réglé à 30%. Le système fonctionne bien. On ne porte pas atteinte au parc existant et l'attractivité touristique s'en porte bien. Alors, moi, ce qui m'a étonné, d'ailleurs, dans ce débat, il y a un point qui n'a pas été abordé. Et je pense que là, c'est une méconnaissance de votre territoire. On l'avait prévu à 21h, mais allez-y. Un intérêt à vous rapprocher des professionnels, parce que vous êtes quand même sur un territoire comme l'ensemble du littoral français, où on voit un phénomène arriver, c'est les phénomènes des pré-retraités et retraités. Et notamment qui inondent les territoires. Les progressions sont les plus fortes là où on est au bord du littoral, et les progressions sont les plus fortes attirés par l'héliotropisme. Je l'ai dit dans le cadre du classement des villes où il fait bon vivre. Finalement, la Bretagne avait gagné la bataille de l'héliotropisme parce qu'il fait chaud en Bretagne maintenant. Et on est dans les 4 départements bretons sont dans le classement des villes qui ont connu les plus fortes progressions et implantation de nouveaux résidents. Mais attention, oui, les pré-retraités et retraités, c'est pas que le secteur touristique qui est en danger. Demain matin, il va falloir mettre un panneau dans votre PLUI interdit aux plus de 62 ans ou 64 ans, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, les retraités ne seront pas désirables. Non, je fais de la caricature, mais c'est ça en réalité. Parce qu'effectivement, le marché, il est mouvant. Alors quand on est attractif, mais je dis, mais quelle bonne chose. Les marchés ne sont pas identiques. Rien à voir entre le Pays Basque,
le Cantal ou la Lozère. Dans le Cantal, les professionnels sont confrontés à d'autres systèmes. Il y a des logements sociaux qui sont vacants. Et le logement libre, privé, se loue moins cher que le logement social. Vous voyez, on n'a pas les mêmes problèmes, et comme quoi le logement privé peut avoir de grandes vertus à un moment. Je voudrais revenir uniquement sur un aspect. C'est l'histoire de notre droit de l'urbanisme. Parce que finalement, on assiste à un problème. C'est quoi? C'est notre capacité à construire. Comment on construit des logements? Par effectivement une disponibilité foncière. Est-ce que la question foncière a été réglée? J'en reviens à la décentralisation et notamment à l'intercommunalité depuis 1992, où on a mis en place les EPCI, établissements publics de comité intercommunal, dont vous êtes effectivement président, monsieur. Et à ce titre, la compétence logement, elle existe depuis 1992, donnée aux EPCI. On a tous les instruments. Programme local d'habitat, schéma de cohérence territoriale, les PLOS. Et les PLOS disent quoi dans la version initiale? Le maire ou le président de l'EPCI doit veiller à mettre en place une disponibilité foncière suffisante à répondre de l'attractivité des territoires, que ce soit en matière touristique, d'aménagement, d'habitat, d'activités industrielles, commerciales et autres, sans pour cela mettre en cause des espaces naturels. Peut-être n'avons pas eu, nous, ou les maires peut-être, ou la collectivité dans son ensemble, un regard sur, finalement, l'économie et une économie immobilière adaptée aux besoins en logement et à ouvrir, finalement, des espaces fonciers suffisants pour répondre à l'attractivité du territoire. Parce qu'en réalité, l'aménagement du territoire, c'est une projection. C'est une projection sur le futur. Moi, ce qui me manque, là, dans votre présentation, c'était une projection à 30 ans. Comment votre ville va se transformer dans les 30 ans? Quand j'entendais Madame le maire, vous allez voir... Savons-nous la faire? Quand je dis savons-nous, c'est là, la collectivité. Oui. Savons-nous la faire? Savons-nous la faire. Mais j'entends Madame le maire, vous m'avez démontré tout à l'heure quelque chose qui est extraordinaire, que toutes les grandes agglomérations connues, c'est l'étalement urbain. Et la loi SRU du 13 décembre 2000 voulait lutter contre l'étalement urbain. Elle a provoqué l'inverse parce qu'elle n'a pas été en capacité d'offrir des espaces suffisants à accueillir les populations au plus près de leur lieu de travail. Alors moi, je vais vous dire une seule chose. La politique demain, on a un système qui est... Il faut repenser la politique du logement, il faut repenser la ville. La ville, elle doit s'organiser autrement, à la fois avec la société civile, avec les professionnels. Et on l'a fait dans le cadre du Conseil national de la refondation, une proposition. C'est l'évaluation au moins annuelle des politiques publiques par tous, y compris les associations, monsieur. Vous avez un droit de parole qui est important, y compris par les professionnels, tous les membres, les architectes, les urbanistes, les notaires, tous ceux qui contribuent à l'acte de construire et de gérer, parce que je ne pense pas qu'on puisse demain imaginer une ville idéale qui est pensée uniquement par l'appareil politique. Eh bien, on est d'accord, et c'est pour ça qu'on y a travaillé aujourd'hui. Allez, merci. On est ravis de pouvoir vous remercier toutes et tous. On va faire la conclusion. On va institutionnaliser une conclusion avec les deux co-organisateurs. On se donne 30 secondes parce qu'en plus, on voudrait donner la parole à la représentante de l'État. On va institutionnaliser ça avec un pupitre qu'on a mis de côté. Voilà. Donc, on va mettre ça en place. Je vous propose un jingle. On se retrouve dans 30 secondes pour la conclusion et la parole de l'État. Merci beaucoup. Propose, si vous êtes d'accord, on va appeler les deux co-organisateurs de cette journée à venir conclure avec Pierre et Owen. S'il vous plaît, je crois que on t'attend. S'il vous plaît, Owen. Allez, Edzun, on va conclure. Je vous propose en l'ordre qu'on ait une petite conclusion avec vous. Voilà. Et puis, on laissera parler l'État. Si vous voulez institutionnaliser la prise de parole, Owen, vous êtes welcome. Et après, nous, on remerciera tous les partenaires et surtout les gens de leur patience et l'équipe technique qui est encore là. Allez, Owen, j'aimerais un mot de conclusion. Qu'est-ce qu'on retient? Alors d'abord, on retient qu'on a réussi à faire société, c'est-à-dire être divergent mais avoir un intérêt commun, c'est finir par demain vivre ensemble. C'était le but d'Ensoun, entreprise, public, association. C'était sans doute un événement imparfait, mais c'était le début. Nous avons eu une demande, j'espère qu'elle a été entendue. Nous sommes à disposition, avec nos défauts, mais aussi nos talents, pour contribuer lorsque des décisions publiques sont prises, pour éviter sans doute d'avoir soit des conflits d'intérêts, soit comprendre comment on peut chacun donner un peu plus à la société collective. C'est ça qui était l'intention. Ce n'est pas vain. Je sais qu'on est tous sortis très chargés cérébralement, donc je ne fais pas plus long, mais je suis certain d'une chose. Moi, j'ai appris des choses. J'espère qu'on a réussi à un peu plus se rapprocher. De toute façon,
comme je l'ai dit dans vos tribunes, là je ne parle pas au nom d'Ensoun, c'est ma conviction. On doit cohabiter demain. Donc essayons de cohabiter de manière paisible, parce que je ne crois pas qu'il y ait les élus d'un côté, les professionnels de l'autre. Je vous invite pour finir à lire un livre qui m'a passionné, qui est de Paul Jorion, qui s'appelle Le dernier qui s'en va éteindre la lumière, qui est un essai sur l'extinction de l'humanité. Vous irez le lire, vous verrez que tout ce qui s'est passé aujourd'hui résume exactement ce à quoi nous devons éviter. Merci d'avoir tous participé, d'avoir fait confiance. Merci. Moi, je voudrais vous remercier, Ensoun, parce qu'on ne va pas se raconter les coulisses de cette rencontre avec Pierre Sabatier. Mais il y a un garçon qui est ici que moi, je voudrais remercier aussi, parce que c'est une rencontre que je ne connaissais pas. Je dis ça parce que moi, je ne suis pas basque. C'est Daniel Héribar. Hein. J'ai découvert quelqu'un et je pense que... Voilà, il a motivé des gens, il a appelé des gens, il me dit on va y arriver, on est en train de mettre un collectif en place. Voilà, je sais que c'est un garçon qui ne voulait pas être en avant, je ne sais pas si ça lui plaît que je le fasse maintenant, mais en tout cas on est ravis de le faire. Allez, nous on va conclure. Dès que, évidemment, l'État sera venu prendre la parole, on vous applaudit, on est ravis de vous avoir regardé si longtemps. On rappelle votre fonction, Pierre, puisque c'est une volonté du gouvernement d'avoir nommé une personne spécifique sur le logement au Pays Basque. Voilà, alors dans les Pyrénées-Atlantiques. Allez, on vous laisse la place. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, il me revient en effet la lourde tâche de conclure cette demi-journée d'échange au nom du préfet Julien Charles, qui est retenu sur un autre événement et vous prie de bien vouloir l'excuser. Mon premier mot sera de remercier M. Sterckx, directeur de Sud-Ouest, ainsi que M. Lagadec IRRT du collectif Ensoun, de l'initiative qui nous a réunis cet après-midi. Et je souhaite également saluer pour la qualité des débats. Mesdames et messieurs, l'étude menée par M. Fourquet et les équipes de l'IFOP et tous les débats de cet après-midi le prouvent une nouvelle fois, si besoin. La question du logement est une préoccupation centrale des habitants du Pays basque. En tant que nouvelle arrivante dans ce territoire, je peux témoigner que c'est le sujet de toutes les discussions avec les élus, avec les entrepreneurs, avec les associations, avec les citoyens. C'est la raison pour laquelle l'État, quand bien même il n'a plus, depuis les lois de la décentralisation, la responsabilité première de ce sujet, qui incombe aux collectivités, l'État ne peut se désintéresser de cette question centrale qui est au croisement de tous les enjeux du Pays basque, que l'on parle de mobilité, d'emploi, de tourisme ou de transition environnementale. Si nous voulons agir sur cette problématique du logement et répondre aux attentes de nos concitoyens, je suis convaincue que c'est par une mobilisation collective que nous y arriverons, État, département, agglomération, maires, professionnels de l'habitat, associations et habitants. Cette journée, j'en suis sûre, va y contribuer. Face à un sujet aussi complexe techniquement et sensible politiquement, par où commencer? Le gouvernement a lancé, on en a parlé, le Conseil national de la refondation, dont l'un des chantiers est consacré au logement, afin de dégager par le dialogue entre toutes les parties prenantes des pistes d'action concrètes. Sont notamment évoquées, entre autres, la taxation des logements vacants et des résidences secondaires, l'obligation de performance énergétique des meublés de tourisme, l'encadrement des prix du foncier, des pistes de réflexion également sur le logement des saisonniers, ou alors encore un nouveau dispositif d'aide pour les maires bâtisseurs. Je vous invite en tout état de cause à rester attentifs dans les prochaines semaines à l'évolution de ces discussions essentielles pour notre sujet. Pour revenir à nos débats de cet après-midi, il me semble qu'ils ont permis d'identifier deux grandes familles de leviers, ceux qui relèvent de la régulation du marché et ceux qui ont trait à la production du logement au sens le plus large, libre, intermédiaire, social ou en accession sociale. Et puis, il nous faut aussi dire un mot de l'accès au logement social. Un premier moyen d'action, c'est la régulation. La première chose que je retiens de cet après-midi est que la tension du logement que nous connaissons se retrouve dans de nombreux autres territoires, littoraux ou touristiques, et que chacun explore diverses pistes pour réguler le marché.
S'agissant des meublés de tourisme, il faut saluer l'initiative de la communauté d'agglomération du Pays Basque de mettre en place un règlement de compensation. C'est un outil innovant et dont on peut espérer qu'il permettra de limiter le nombre de meublés de tourisme tout en augmentant le nombre de logements loués à l'année. Cette initiative complète la réglementation nationale sur les changements d'usage. Elle nécessite toutefois que la collectivité se dote de moyens de contrôle de l'effectivité de ces mesures pour leur donner leur plein impact. Des réflexions sont en cours au plan national pour encadrer davantage le fonctionnement des plateformes de location de meublés, pour unifier notamment les informations qu'elles doivent transmettre aux collectivités et encore une fois faciliter les contrôles. Deuxième sujet lié à la régulation, l'encadrement des loyers. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'agglomération a candidaté à l'expérimentation sur l'encadrement des loyers et le préfet a fait remonter le dossier avec un avis très favorable. Comme le ministre chargé du logement a eu l'occasion de le confirmer dans les colonnes du Sud-Ouest récemment, le dossier est en cours d'instruction pour une réponse dans les prochains mois. Dernier sujet enfin, pour clore le chapitre de la régulation, et non des moindres, celui de la fiscalité. Rappelons d'abord que la loi de finances 2023 permet d'élargir le nombre de communes qui pourront majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires jusqu'à 60%. Le décret d'application est sur le point de sortir. Les communes de la zone tendue du Pays Basque ont largement recours déjà à cette majoration, mais toutes ne l'utilisent pas à son taux plafond. Et puis il faut saluer le travail engagé par les parlementaires des Pyrénées-Atlantiques en lien avec certains de nos collègues d'autres départements pour faire évoluer ce cadre fiscal qui s'applique aux résidences secondaires et meublés de tourisme, mais ce sujet a déjà été largement évoqué. Le gouvernement a demandé à 3 inspections générales de produire un rapport d'analyse et de propositions sur ces territoires tendus, notamment en raison de leur attractivité touristique. Des élus nationaux, dont certains des Pyrénées-Atlantiques, participent à ce groupe de travail national visant à faire des propositions sur ce sujet. Il s'est d'ailleurs encore réuni hier soir. Tous ces travaux, avec ceux du CNR que j'ai évoqués, pourront nourrir les évolutions fiscales souhaitées. Pour autant, mesdames et messieurs, la régulation, y compris avec son volet fiscal, ne peut être le seul outil pour résoudre les difficultés de logement. La politique de logement a besoin d'une relance efficace de la production et de la rénovation. Produire davantage. Le cœur du sujet, dans un territoire dont la population augmente de 1% annuellement, est de produire plus de logements et de produire des logements accessibles aux ménages, dans le cadre des objectifs du plan local de l'habitat, soit 800 logements locatifs sociaux par an. En réponse aux préjugés qui ont toujours la vie dure à propos du logement social, les HLM que l'on construit aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les bars et les tours des années 60 ou 70. Le Pays Basque a besoin de logements sociaux accessibles à tous, PLAI, PLUS, PLS, pour apporter une réponse aux plus de 11 000 demandes par an de logements sociaux et réduire d'autant le temps d'attente des attributions. C'est notamment vrai dans les communes soumises à la loi SRU, dont je veux souligner l'impact positif sur la production de logements sociaux. Le préfet signera prochainement des contrats de mixité sociale avec les communes concernées par SRU pour accompagner leur effort. Certes, produire du logement n'est pas chose aisée, avec un foncier rare et un coût de production qui se sont accrus. Et je salue d'ailleurs la persévérance et l'ingéniosité des élus et des bailleurs sociaux pour arriver à équilibrer les opérations dans ce contexte délicat. C'est ce contexte qui explique d'ailleurs que le gouvernement ait souhaité limiter la hausse du taux du livret A à 3% au lieu de 3,5% et lancer parallèlement un bouclier bailleurs sociaux pour les aider à traverser cette période difficile. Produire du logement, je pense que ce n'est pas un scoop, nécessite du foncier et des moyens.
Sur le premier point, il apparaît indispensable de se doter d'une stratégie foncière partagée pour le territoire. Les maires doivent pouvoir avoir une vision complète des opportunités foncières pour pouvoir bâtir, et ceci en articulation notamment avec l'établissement public foncier local dont je salue l'action. Propose de s'associer à la création par l'agglomération d'un observatoire du foncier et de l'habitat du Pays basque qui l'accompagnera techniquement et financièrement. De même, une étude régionale du potentiel foncier va être menée sur le territoire basque avec l'agglomération, le PFL, l'ODAP et la Banque des territoires. Sur les moyens ensuite, le gouvernement a confirmé l'appui de l'État au logement social avec un arsenal d'aides très important, à la fois pour le parc public, 3,7 millions versés par le Fonds national des aides à la pierre, ainsi que pour le parc privé, avec plus de 14,2 millions versés par l'Agence nationale de l'habitat pour la rénovation énergétique, ainsi que pour le maintien à domicile des personnes vieillissantes. Les dispositifs de TVA réduite et d'exonération de la taxe sur le foncier bâti seront également maintenus. Un dernier mot sur l'offre de logement, pour indiquer que naturellement, il y a la production neuve, mais il y a aussi la remise sur le marché des logements réhabilités, notamment au cœur des villes, au cœur des villages. C'est d'ailleurs une démarche que l'État soutient activement, car cela permettra de préserver les zones naturelles et de revitaliser les centres-villes. Le fonds Friche, plus de 3,2 millions, sert précisément à cela. Réutiliser les dents creuses, requalifier des quartiers, densifier raisonnablement, sans dénaturer l'esprit de nos communes et sans avoir besoin de s'étaler. Et enfin, je conclurai mes propos en évoquant la question de la demande du logement. On l'a dit, la demande est considérable. Plus 10% en 2022, plus de 11 000 demandes. Et les délais d'attente dans le Pays basque sont de 23 mois. C'est bien sûr l'essor de la production qui permettra de répondre à cette situation, mais il convient également de déployer les dispositifs permettant d'optimiser la gestion de la demande du logement social. À cet égard, je souligne l'importance de l'installation par l'agglomération en juin dernier de la conférence intercommunale du logement, et elle sera complétée dans les mois qui viennent par une convention intercommunale d'attribution. Mesdames et messieurs, ces échanges ont montré que le logement est au cœur des évolutions de la société. Il doit en effet intégrer les enjeux du réchauffement climatique, prendre en compte les mutations de la cellule familiale, du vieillissement de la population, et être aussi suffisamment diversifié pour que tous les niveaux de revenus puissent y accéder et offrir enfin de vrais parcours résidentiels. Le logement se présente ainsi comme une expression condensée des mutations sociales et économiques de notre temps et dépasse les seuls acteurs du logement. Le défi qui nous est imposé est considérable. L'urgence à agir est partagée par tous. Chaque acteur, public et privé, dans le cadre de ses compétences et de ses moyens, a un élément de la solution. Ne doutez pas de la mobilisation de l'État à vos côtés. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Le principe veut qu'on ne parle plus après la parole de l'État. Ça va être le cas, sauf pour une bonne nouvelle. On vous donne rendez-vous à la même pièce que tout à l'heure pour un pot et plus, bien sûr, pour manger un bout, partager, continuer à échanger. Et puis juste un mot pour montrer évidemment qu'on est là pour ça. Tous ces sujets sont à suivre grâce à l'équipe de Pierre Sabatier à la rédaction qui va vous tenir au courant. On suivra évidemment aussi la manifestation du 1er avril et les dossiers annoncés par l'État. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis et je remercie les équipes techniques de TV7, de Côte Ouest et on remercie TVPI aussi, notre télé locale. Merci, bonsoir.